et merci d'écouter ce nouveau Pifcast. Aujourd'hui, nous allons parler de Larry Cohen, c'est ça? Ah non, pas du tout, en fait. Quel accident industriel. En fait, non, c'était un podcast surprise. On s'est fait planter par... On n'est que 3 aujourd'hui, que 3. Donc, il y a donc Cyril. Bonjour Cyril. Voilà. Et Xavier. Bonjour. Oui, Fausto et Laurent ne sont pas là. Voilà, Fausto et Laurent se sont tirés ailleurs, comme on dit dans l'infanterie. Dans la réalité, donc, ils travaillent tous très dur. Voilà, oui, il faut dire ça. Courage les gars, on est avec vous. Nous on fout rien, n'est-ce pas? C'est ça. Du coup, pas de problème, on a toujours un sujet sous le coude. On a fait ça en 2 minutes 30, improviser un sujet, et on s'est surtout dit autour d'une table pourquoi certains d'entre nous sont venus au Fantastique. Parfois, c'est pas par le cinéma, ça peut être parfois par la série télévisée. Et comme nos 2 compères ne sont pas forcément passionnés par ce sujet, on s'est dit on prend le pouvoir et c'est l'occasion d'en parler entre nous. Ceci est un putsch. Ouais, c'est un putain de putsch. Ouais. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait un peu discuter de nos séries préférées, de séries de genre, fantastiques si possible, parce que moi, par exemple, j'ai commencé comme ça et c'est ça qui m'a amené à voir des films fantastiques. Tu me disais justement avant qu'on commence que ton premier Mad Movies. Voilà, mon premier Mad Movies, le numéro 102. Avec X-Files en couverture. Sachant qu'à l'époque, un Mad Movie sur 2, je crois même d'ailleurs un Mad Movie tout court à chaque mois, enfin tous les 2 mois, avait un X-Files en couverture, je crois. C'est ça, ouais. Je me souviens quand j'étais gamin, je récupérais dans les premières saisons, je suis pas sûr qu'ils aient fait ça jusqu'au bout, mais les premières saisons, t'avais un récap de tous les épisodes. T'avais les guides, ouais. Voilà, j'adore. Qui permettent de bien récupérer tous les trucs. Ouais. C'était bien. Tu fantasmais sur les résumés comme ça, genre, il y a un monstre et tout. Donc après, t'attendais la diff à la télé où tu mets une cassette VHS et là tout le monde sait à peu près l'âge qu'on a, c'est bon. Jusqu'à l'époque, on ne disait pas X-Files, on disait aux frontières du réel. C'est vrai. C'était aux frontières du réel à l'époque. Et c'était le jeudi avant de passer le samedi, quoi. Non, c'était d'abord le dimanche soir sur M6. Je me souviens, ça a été très grosse claque. Très grosse. Ça passait à 22h, tout le monde s'en foutait. Non, ça passait à 19h. Ah non, je me souviens d'une diffusion à l'époque, ça passait super tard et tout le monde s'en foutait en fait de X-Files. Enfin, de Frontières du réel. Écoute, moi j'avais l'impression que c'était 19h. Moi je me souviens de les regarder le dimanche. En famille. Le lendemain, c'était en mode. Ça devait passer donc le jeudi soir avant, je pense, très tard, et vous n'avez pas connu, je pense. Ça doit être ça, on était ringards, c'est ça. Genre, tu veux toujours être le premier, c'est ça? T'as gagné. Mais j'attends de voir s'il y en a qui écoutent ce podcast, ils sont nombreux. Un mec, effectivement, ça passait d'abord, je crois, très tard le jeudi soir avant de passer. Dites dimanche. Une heure de grande écoute. Après, ma mémoire, il faut que je joue des tours, il me semble que c'était ça, quoi. Donc donc pour vous aussi X-Files, aux frontières du réel, ça a été la première entrée série fantastique. Moi non du tout. Moi non du tout. Sûr. Moi j'en avais d'autres. C'était quoi ta première série fantastique? Oh là, je regardais vraiment beaucoup de choses quand j'étais gamin, mais c'est vrai qu'on avait dit qu'on ferait un podcast sur ton enfance aussi. On y reviendra. En 5 parties. En fait, moi ce qui m'avait bercé surtout, c'était la 5. Donc du coup, j'avais énormément de séries de la 5 et j'étais fan, mais hardcore. Tonnerre mécanique, Supercopter pour les plus connus, mais mes vrais préférés. Je détestais pas Riptide. Il y avait un robot, ça compte. Un hélicoptère, un robot, c'est vraiment tout fait pour racler le fond de bidet pour que tout le monde puisse aimer, quoi. C'est vraiment la série poubelle, quoi. Non, moi sur la 5, en fait, les très grosses séries que je suivais, mais à fond les ballons, c'était Super Minds. Oui, je sais, tout le monde trouve ça sûrement pourri maintenant, mais moi à l'époque, j'adorais, quoi. C'était quoi Super Minds? Super Minds, c'était un peu une sorte de X-Men du pauvre, où en fait tu avais un professeur qui faisait partie d'une branche dans une université qui étudiait tous les phénomènes paranormaux, les mutants et tout, et en fait il va se retrouver avec une équipe où tu avais, alors je suis désolé pour les noms, j'ai gros trou de mémoire en ce moment. Tu avais donc l'acteur qui joue Predator dans le film Predator. Donc qui est très costumé dans le film. Qui était un acteur qui était très très grand, qui mesurait plus de 2 mètres, je crois. Et en fait, lui, il avait suite à une injection d'un sérum, en fait, il avait la possibilité de rétrécir, comme dans L'homme qui rétrécit, en fait. Mais dans la série, pas dans la vie. En appuyant sur sa nuque. On avait un rocker qui était qui pouvait prendre de l'électricité dans son corps et la décharger d'un coup. Donc du coup il faisait des super trucs, il balançait des éclairs. Moi j'adorais. Kevin Peter Hall pour voilà, merci. Et c'était il me semble la première série de Courtney Cox. Je crois que tout à fait. Elle était toute jeune et je crois qu'avant sa seule apparition c'était dans un clip
voilà, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais chante, c'est pas grave, on va reconnaître. Le chanteur de Streets of Philadelphia. Ah, Bruce Springsteen. Voilà. En fait, il avait fait un clip où on le voit dans un concert. Et en fait, il va capter l'attention d'une fan qui va danser. C'était Courtney Cox. Voilà. Voilà. Donc c'est Misfits. Pas Misfits. Enfin, Superminds, voilà. Mais en fait, dans la version originale, ça s'appelle Misfits. Donc, ceux qui cherchent en VO, voilà, je pense que... Tombe sur la série anglaise. C'est la série américaine là dont je parle. La série fait assez courte, je crois qu'il n'y a pas plus de 6 ou 8 épisodes. Alors il y a 16 épisodes, mais peut-être qu'ils étaient découpés. En fait, c'est comme Tonneau Mécanique, tout le monde pense qu'il y a genre 30 ou 40 épisodes, et il y en a 7. On regardait toujours les mêmes en fait. Non, mais on a une sorte d'imaginerie, de souvenirs un peu faussés. Et du coup, en dehors de Superminds, que j'aimais beaucoup, il y avait une autre série qui m'avait vraiment scotché, c'était Chasseurs d'ombre, qui était dans les prémices de X-Files. Je suis désolé pour le pitch très, très vague, parce que j'ai très peu de souvenirs, enfin c'est surtout des images qui me restent en tête, où en fait c'était 2 photographes journalistes qui enquêtaient sur plein de trucs surnaturels. Donc c'était des épisodes one shot, il n'y avait pas de grande mythologie derrière, mais il y avait des épisodes de fou, quoi. Je me souviens d'un épisode où en fait il y avait un mec qui arrivait à contrôler chaque fonction de son corps. Il se prenait une balle à un moment et en fait en contrôlant son corps il arrivait à faire sortir la balle, à soigner sa blessure. C'était mortel, quoi. Et par contre ça je ne me souviens plus si j'avais vu ça sur la 5 ou Canal. Kolchak. Sur la 5. Kolchak aussi. Haute série Kolchak. Qui est, comme tout le monde le sait, un peu le... La version de Kodak pour les gens qui parlent très mal. Pas du tout, c'est censé être l'inspiration de Chris Carter pour X-Files. D'accord. Voilà. Pareil, un détective en paranormal. Ça s'appelait Dossier brûlant. Voilà, Dossier brûlant. Mais je pense que... C'était sur Canal+. Nous tous, on a eu une première vision du fantastique, mais en fait je pense que c'est vraiment pareil pour toi Véronique, pour toi Xavier, c'est pareil pour vous tous. Je pense que c'est une série, ça reste une série, ce que je veux dire. C'est Scooby-Doo, je pense. Scooby-Doo, c'est vraiment, je pense, le premier point d'accès sur le fantastique quand on est gosse, en fait. Non, exact. J'adorais Scooby-Doo, quoi. J'aimais toujours en fait, la partie que je n'aimais pas, justement. La révélation. C'était la révélation. Casser le délire fantastique. Voilà, parce qu'on n'était plus dans le fantastique, on retombait dans le réel. Et à chaque fois, j'étais déçu. Mais à chaque fois qu'il y avait un nouvel épisode, je regardais. Moi, je voulais voir des fantômes, je voulais voir des monstres et tout. Ça me faisait flipper des fois quand j'étais gamin. Surtout que c'était vraiment pas possible. Enfin, je veux dire, les effets spéciaux, ils pouvaient pas faire ça, c'est pas vrai. Là, la fois, t'étais là. Non, cette fois, ça va vraiment être un fantôme parce que c'est pas possible là. Et à chaque fois, la déception. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça doit être une des premières. Je pense que pour nous tous, c'est notre première vision du fantastique. Oui, mais surtout ça a utilisé les codes du cinéma, en fait. C'était vraiment la maison hantée et tout. Mais c'est ça, oui. Moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai appris les codes du vampire, du mort-vivant, la momie. Enfin voilà, quoi. Oui, parce que même si on a été soumis à d'autres dessins animés fantastiques, oui, le Croque-Monstre Chaud, ça et tout, il y a d'autres trucs fantastiques aussi comme ça. C'était pas non plus. Mais en plus, je me disais, en fait, avant X-Files, on a aussi été exposé au conte de la crypte. Enfin, je sais pas je sais pas si c'est aussi après ou avant. Je pense que c'était avant quand même. Enfin, il me semble que ça passait sur la 5. Non, c'était peut-être la 6. Ouais, pour moi, je pense que c'est mais c'était avant X-Files, je pense. C'était le jeudi soir pour le coup, et c'était soit il y avait un film d'horreur, soit il y avait des contes de la fact-checking. Je vérifie tout de suite. Mais ça, pour le coup, c'était en attendant le fact-checking, justement, j'y pense. Il y avait aussi une série que moi j'adorais, même si elle était un peu kitschouille. C'était la série Freddy. Justement, j'avais noté qu'il y avait une série télé Freddy, une série télé Vendredi 13 aussi, quoi. Vendredi 13, on l'a pas connu en France, je crois pas. Vendredi 13, si, c'est passé en France. Parce que les Freddy, elles passaient. Je me souviens plus sur quelle chaîne. Elles passaient, c'était sorti en VHS, c'est le Freddy en tout cas, je me souviens. Pour les acheter en VHS et tout. Les Freddy, ça passait tard le soir sur la 5. Il y avait Toby Hooper qui allait faire un épisode, je crois. C'était Freddy en série? Ouais, Freddy en série. Il y a des versions en gros, chaque épisode reprend un peu le principe des films. Je savais pas. C'est un adolescent qui va être tourmenté par Freddy. Connu, mais c'était un peu cheapo, c'était très très cheap. Et par contre, la série Vendredi 13, là par contre, n'a rien à voir avec les films. C'est des antiquaires qui vont se retrouver face à des trucs. Et si, la malédiction du loup-garou. Ah oui, ça marquait plein de gens. Qui fait ce truc. Je crois que alors faut expliquer, c'est passé sur Canal+, en crypté, donc il fallait être abonné pour le voir. Ou riche, quoi. Et en fait, c'était, et je sais que c'est, je crois, un des premiers trucs qui m'a un peu décoincé sur Fantastique, parce que je flippais devant cette émission, enfin, cette série télé, on a fait des loups-garous, hein. Et un jour, il y a un épisode, en fait, où, je sais pas ce qu'il y a un truc humoristique qui fait que ça m'a vachement décoincé. Ça m'a un peu
peu rassuré. Je voulais vraiment très jeune quand ça passait, quoi. Et cet épisode humoristique m'a permis d'avoir moins peur des films fantastiques et après d'en bouffer beaucoup plus, quoi. Et d'ailleurs, je sais que Norman Spinrad a fait un épisode, par exemple, de la série et tout, grand auteur de SF. Ouais. Et je vais faire un double fact-checking. D'une part, Conte de la Crypte, c'était 1993 et X-Files 1994. Et c'était le 12 juin 1994. Et je suis sur le calendrier de 1994 et c'est un dimanche. Donc ça, c'est fait. Pour les Contes de la Crypte ou pour X-Files? X-Files. Toujours faire confiance à Véronique. Fuck. Et ouais. Pas toujours, mais là oui. Moi je voulais dire, ma première série fantastique, donc live cette fois, pas dessin animé comme Scooby-Doo, moi c'était X-Or en fait, Gabanan pour les amis japonais. En fait c'est donc ce qu'on appelle un tokusatsu, une série live d'action japonaise. On a un peu parlé dans le sujet sur les super-héros. Un jour, je réussirai à convaincre tout le monde de faire une véritable émission sur le tokusatsu. Ah oui, il y a de quoi dire. Bon, on vient chacun costumé dans une couleur alors. Pas la peine. Ouais, moi c'était vraiment X-Or, je me souviens, je surkiffais tout ce que je voyais. En fait, quand t'es gamin, c'est génial, quoi. T'as un mec, un héros qui peut se transformer en samouraï avec une épée et qui va. Une carrière avec des cailloux. Bon, ça aussi, ça plaît aux garçons quand t'es petit, quoi. Et surtout le fait d'aller découper au laser des sabres laser des monstres en caoutchouc. Enfin, moi, je surkiffais. Et il y avait des épisodes qui étaient vraiment flippants. Je me souviens d'un épisode où t'avais un monstre poulpe qui, pour contrôler les enfants dans une école, découpait ses membres. Ouais. Pour les trancher et les faire manger aux gamins. Ah ouais. Ça m'avait traumatisé. Et vous savez si c'était des versions édulcorées pour la France ou c'était non, les doublages étaient un peu à la ramasse, avec beaucoup de gags qui étaient pas forcément. Après c'est pas une série sérieuse à la base, mais c'est pas la première qu'on a eu en France, au cas moi de mon jeune âge. En tout cas c'est la première que j'ai vraiment vue. J'ai pas connu Sanpoka, j'ai pas connu Spectreman. Moi étant plus vieux, mon premier c'était Spectreman. Voilà. Et Spectreman était je me souviens en fait l'esthétique un peu dégueu que j'ai revu depuis. Je comprends pourquoi quand j'étais gamin ça me faisait un peu peur. J'aimais ça justement. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles au fur et à mesure je me suis mis au film d'horreur. Et quand on est gamin, une autre truc, je sais pas si vous pouvez considérer ça comme une série, mais Téléchat pour moi c'est un bon point d'accès vers une sorte d'onirisme fantastique. Voilà, ça a planté les graines qui ont poussé plus tard. Je ne supporte pas maintenant les gens qui s'imaginent qu'un gamin ne peut pas regarder ça, alors que quand on était gosse on regardait ça sans problème, on adorait ça. C'était fascinant, quoi. Et les débiles mentaux qui disent maintenant mais il faut être fou pour regarder ça quand t'es gamin. On est fou du coup. Oui, effectivement, pour moi là avec cette émission, Topor, il a réussi à faire quelque chose d'incroyable, quoi. Il tape dans l'inconscient des gamins. Moi, il m'a vraiment donné les germes du bizarre. Si j'aime un cinéma autre, étrange, c'est vraiment grâce à Topor. Là, pour moi, il n'y a personne d'autre, quoi. C'est lui. C'est lui qui a réussi. D'ailleurs, je peux que conseiller à ceux qui aiment bien Téléchat de regarder le film Marquis, 1989, excellent film, qui est réalisé par Henri Xodeux, donc le mec qui réalisait les Téléchats, et donc scénarisé par Topor qui scénarisait les Téléchats. Et c'est en fait l'adaptation du Marquis de Sade pendant la Révolution française, où en fait tous les personnages sont des animaux avec des corps d'homme, en fait. Donc le personnage principal, c'est un chien avec un corps d'homme qui est embastillé, et il a comme unique interlocuteur son sexe, donc sa bite à qui il parle, et la bite a la même tronche que Micmac, le micro dans Téléchat, quoi. Et c'est plutôt le micro qui a une tête de bite. Voilà. Et c'est plein de passages. Il y a des passages en stop motion, c'est super beau, la direction artistique est mortelle, la musique est mortelle. C'est produit par Claudie Ossard qui produisait aussi les films de Caro et Jeunet, qui produisait certains films de Costa Rica comme Arizona Dream et tout. Voilà, donc c'est un film très très beau. Bon, ceux qui aiment bien Téléchat, je peux que le conseiller. À montrer à vos enfants, donc. Pas trop. Pas de suite. Se faire sodomiser par un homard, donc c'est pas trop. Le kiff pour les enfants, quoi. Mais du coup, pour ceux qui connaîtraient mal Roland Topor, pour arriver à vous resituer, sachez qu'il a fait partie du mouvement Panique, qui était un mouvement surréaliste qu'il a monté avec Jodorowsky. Et Fernando Arrabal. Exactement. Ok. Donc là, on a un peu fait l'enfance. Est-ce que tu vois d'autres trucs? Peut-être de l'adolescence maintenant. On va essayer de remonter peu dans nos souvenirs. Ouais. Du coup, on peut dire un big up quand même à M6 à une certaine époque, même s'il n'y avait pas que du bon. Mais il y avait quand même la trilogie du samedi et pas mal de trucs fantastiques diffusés en seconde partie de soirée. Il y avait Au-delà du réel, et il y avait X-Files, et puis après, oui, il y a eu Buffy. Alors, j'ai jamais vu Au-delà du réel, c'était quoi par rapport à... Au-delà du réel, c'était une série d'anthologie, en fait, c'était des épisodes... Voilà, en fait, comme la quatrième dimension, exactement, donc Au-delà du réel, je crois que c'était les frères Bogdanov qui les passaient dans Temps X, si je ne me trompe pas. Si ça alors ça, c'est l'original. Et quand j'étais gamin, pareil, ça me faisait flipper. Et du coup, les versions... Bogdanov non, en plus, c'était normal. C'était encore normal.
Et du coup, il y a eu cette idée de remake plus tard, qui était pas si mal que ça. Il y a eu des trucs qui étaient un peu kitschouilles, mais globalement, les scénars. Et c'était toujours assez sombre, en fait. Il y avait toujours une espèce de twist hyper dark. Enfin, moi, j'adorais. Il y a des épisodes que j'ai vus plein de fois et que j'adore, quoi. Ah, tout à fait. Et ils ont même osé, voilà, faut pas non plus, c'est pas non plus incroyable. Mais pour une série d'anthologie, ils ont osé faire quelques épisodes qui se répondaient entre eux, dont toute une histoire en fait qui se passe dans le futur avec une invasion extraterrestre. Et il y a 3 ou 4 épisodes là-dessus. Oui, dont un qui est en prison, c'est ça, avec une nana. C'est un des meilleurs, celui-là. Il est génial, celui-là. Il y a ça, et aussi l'épisode avec les fourmis, qui est une espèce d'insecte. Celui-là, il est formidable, quoi. Celui-là était le pilote. Avec, comment il s'appelle? Mince. Le frère de Jeff Bridges. Beau Bridges. Celui-là, c'était un pilote qui était un peu plus long, je crois qu'il dure plus d'1 heure en fait. Et effectivement, celui-là, il est mortel aussi. Ouais, il y en a plein des biens. L'utilisation d'images de synthèse. À cette époque aussi, une série qui cartonne, mais vraiment pour le coup grand public, même si elle est fantastique, c'est Code Quantum. Ah ouais. Qui le principe, c'est donc parce que on n'explique pas forcément les principes, mais c'est un mec qui se retrouve à devoir changer d'époque et de corps. Son esprit est le même à chaque fois, mais il change d'époque et de corps. Il se retrouve dans la peau d'une femme noire en plein pendant la ségrégation. Il va se retrouver dans la peau d'un condamné à mort. Enfin voilà, il se déplace. Je crois il vient du futur. Voilà, il vient du futur, mais il doit à chaque fois trouver apparemment moyen de sauver. Il doit comprendre qu'il y a une situation plus ou moins qui est problématique. Il faut qu'il la comprenne très vite et qu'il essaie de la sauver. Et s'il la sauve, c'est très moralisateur. Mais s'il la sauve à la fin, il peut et il espère toujours pouvoir revenir dans le futur. À chaque fois, il se retrouve dans la peau d'une nouvelle personne, à une autre époque et tout. Il essaie de comprendre où il est et tout, quoi. C'est une série assez impressionnante, qui a beaucoup marqué à l'époque quand elle passait, quoi. C'était une très belle série, je trouve. Il y a eu en fait, pour une série de SF, il y avait quand même assez peu de moyens. C'était globalement à peu près toujours la même chose. T'avais le bon, qui était toujours le même d'épisode en épisode. C'est un effet, en fait. En gros, il figeait l'image, il refaisait un effet dessus. Bon, voilà. Mais c'est vraiment l'écriture, quoi. Il y a certains épisodes qui, je trouve, sont vraiment marquants. Bon, la fin, évidemment, je ne dirais pas ce qui s'y passe, mais le dernier épisode est assez incroyable. Et c'était un peu à la Forrest Gump, ça revisitait l'histoire de l'Amérique à travers des événements, des fois anodins ou des événements marquants et tout. Il pouvait se retrouver des fois dans la peau de personnages. Oui, parce qu'il voyait partout dans le temps. Il n'était pas dans la peau d'un moment de Lee Harvey Oswald, chez moi, il devait tuer JFK. Il n'y a pas un truc comme ça, peut-être que j'ai un mélange, mais je me souviens plus. Ouais, puis oui, suivant que quand il était dans la peau d'un noir, alors qu'il y avait le racisme était plus fort, ou dans la peau d'un handicapé aussi à un moment donné. Ça. Et justement, il y a pendant et après la ségrégation, il y avait une série de 3 épisodes qui se suivaient, pareil, qui étaient absolument mortels. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que lui, son propre personnage évoluait aussi, c'est-à-dire qu'il y avait tout un questionnement sur le fait qu'il était coincé dans cette boucle sans fin, il n'arrivait pas à en sortir aussi. Peut-être que c'est lui qui devait gérer un truc et tout. Ouais, du coup, il essayait de comprendre aussi, et il était hyper solitaire comme personnage quand même. Il y a un mec qui venait du futur aussi. Oui, il y a Al. L'hologramme qui l'accompagne et qui a sa petite tablette. Qui est en fait son ami, mais qui est dans le futur et qui ne peut lui parler qu'en étant hologramme. Ouais, il lui donne des indications sur où est-ce qu'il est, qui il est, etc. pour le guider, quoi. Mais pareil, il y avait une relation avec lui qui était assez complexe au final. Au début, tu dis c'est marrant, ça commence comme une série systématique avec un truc tout pareil, puis au fur et à mesure, ça se complexifie un peu. C'est comme X-Files en fait, c'est une série qui se feuilletonise au fur et à mesure et qui au départ peut être très bien en standalone. Genre on regarde une série, un épisode et il se suffit à lui-même. Et très vite, le conducteur prend le dessus et devient aussi important que le reste. Mais cela dit, sur X-Files, j'ai toujours préféré les loners, ce qu'on appelle les loners, c'est-à-dire que les épisodes bouclés. Que les épisodes de la conspiration qui sont pareil, je sais que avec ça j'ai laissé tomber très vite en fait, peut-être au bout de 3-4 saisons parce que justement tout le délire conspirationniste me cassait les couilles et moi je voulais juste voir des phénomènes paranormaux. Non mais c'est ça, et en plus même c'était trop à coup de alors là tu vas voir la révélation et puis l'autre épisode ça va être ah non tu vois la révélation et ben en fait c'est pas du tout ça, tu tapes encore un épisode et non en fait si c'était bien ça, l'effet Lost. En vrai, si vous avez jamais vu X-Files, vous pourrez regarder 3 premières saisons et vous êtes sûr d'avoir vu le meilleur. Quelque chose de qualité, quoi. C'est déjà bien. C'est surtout qu'en plus X-Files avait vraiment marqué la télévision. On dit beaucoup que ça plaira pas à Alain Carrà, c'est ce qu'on va dire, mais c'est une série qui a beaucoup permis de créer d'autres choses, d'ailleurs d'autres séries qui sont créées qui ont été un peu plus adultes. C'est débile parce qu'il y a toujours des séries télé adultes, mais je sais pas pourquoi ça a lancé quelque chose, la série mania un petit peu quand même. Pas que moi je parle vraiment même d'un point de vue purement réalisation, même la lumière, si vous regardez la lumière d'X-Files et le jeu des ombres
C'était très cinématographique, quoi. Ouais, mais il le revendiquait à l'époque, justement, d'avoir un tournage vraiment. On passe vraiment à autre chose, tu vois. On n'est plus dans cette optique de série où on devait tout voir, où c'était vraiment éclairé à fond les ballons. Voilà. À l'époque, les séries, voilà, tu t'éclaires à fond les ballons, il fallait que tu puisses tout voir. Bon, évidemment, sauf certains trucs qui se passent de nuit. Bon. X-Files se permettait, et le clair-obscur et tout, et c'est vrai, bah, tout de suite, oui, tu peux avoir une ambiance. Bah ouais, non, il y a carrément une facture visuelle. Et on y passait un peu vite sur les contes de la crypte, mais il y a aussi des épisodes vraiment cultes et un peu comme Au-delà du réel, mais du coup c'était avant. Mais il y a c'est hyper sombre les contes de la crypte. C'était souvent très gore et très cul, et surtout faut donc rappeler que c'était Robert Zemeckis qui avait initié l'idée de cette série, où l'idée c'est de faire intervenir. Comme si c'est passé plus tard avec les Master of Horror, des grands noms de la réalisation. Je sais pas des exemples, mais je crois que certains épisodes sont réalisés par des acteurs qui n'ont jamais réalisé avant. Je crois que Schwarzenegger en a réalisé. Voilà, typiquement. C'est sur un échange de corps entre un vieux et ça. Donc c'était assez expérimental là-dessus, quoi. Mais je me souviens que dans les souvenirs, c'était très cul et très gore. Je me souviens plus exactement qui était le noyau dur du truc, mais t'avais Zemeckis, Donner et Spielberg devait faire des trucs aussi, je crois. Et t'en avais un troisième dans l'eau, je sais plus qui. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même marqué. En plus, tu retrouvais vraiment ce côté un peu comic book. C'est les ici comics, quoi. Qu'on voit dans Clip Show et tout, c'est ce côté, c'est ça, ouais. Des sales histoires, quoi, des histoires un peu sordides, souvent urbaines. Et c'était adapté d'un comics, on l'a pas dit. Mais... C'était adapté d'un comics. Tales of the Crypt. William Friedkin. C'est le réalisateur invité, je pense. Ouais. Walter Hill, Robert Zemeckis. Oui, il y a comme du beau monde, quand même. Michael J. Fox, Tom Hanks. Mais il y a pas, là qu'on est sur le fact-checking, est-ce qu'il y a quelqu'un, ceux qui ont initié, je sais que c'était Zemeckis. Il n'y a pas de... Attends, je vais voir sur la version anglaise, peut-être. Bon. C'est vrai que c'est une série qui d'ailleurs, de cette époque-là, une série qui est pas très connue, parce que je crois qu'elle a fait un passage en France et c'est tout. Il n'y a même pas d'édition DVD française, ça a peut-être changé depuis, mais c'est Briscoe County Jr. Si, il y a eu des. En fait, il y a eu c'est vraiment une édition DVD, mais en gros, c'est sorti en magazine, genre en fascicule plus DVD. Moi, j'ai dit. Genre, ça fait le Crypt Keeper quand tu les mets les uns à côté des autres. Moi, j'avais acheté le coffret Zonin perpète il y a longtemps, quoi. Et alors, c'est une série western fantastique avec Bruce Campbell. On le dit comme ça donne vraiment envie. Et c'est plutôt pas mal. C'est pas exceptionnel, mais je crois pas que je suis allé jusqu'au bout d'ailleurs. C'est pas Rémi qui produisait ce truc-là d'ailleurs. Tu veux dire comme à l'époque où il produisait Xena, Hercule et tout. Ouais. Mais il me semble que Briscoe c'est Rémi aussi. Mais c'était assez frais quand c'est passé, je me souviens. Ouais, c'était funky et tout. Il y avait une sorte d'artefact extraterrestre qui pouvait donner vraiment des pouvoirs assez dingues et tout. Moi j'aimais bien le côté un peu aventure, un peu type les aventures du jeune Indiana Jones. Oui. Truc vraiment fun, quoi. Voilà, un serial, quoi. Un serial, voilà. Purement. Simplement. Mais ouais. Après, c'est vrai que toutes ces séries-là, après, c'est surtout après X-Files, il y a eu un petit trop plein de séries fantastiques côté M6. Là, c'est un peu comme quand il y a eu la vague des slashers avec Scream et tout, on en a bouffé des tonnes au cinéma. Là, on a bouffé un paquet de séries qui exploitaient le filon. Chris Carter d'ailleurs a fait Millennium aussi, qui est une série que je n'ai pas vue apparemment, qui est assez dure. Millennium est pour moi la meilleure noir. série de Chris Carter. C'est un monument, c'est absolument génial. Avec Lance Erickson, c'est un profiler. C'est un profiler, mais ça va aller beaucoup plus loin. On va vraiment commencer à... On a vraiment une ambiance 1999, l'apocalypse est proche. Strange Day, quoi. Les deux premières saisons sont géniales. Elles sont absolument géniales. La troisième soyons honnêtes, la troisième est assez moyenne. Pour le détail, sachez que la série a été annulée à la fin de la troisième saison. Mais Chris Carter, aimant vraiment beaucoup Millennium, a décidé quand même de lui donner une fin. Donc en fait, il y a un épisode de X-Files qui sert littéralement de fin à l'intrigue de Millennium, avec Lance Henriksen. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, France 2 cherchait des séries, ils avaient fait Urgence avec cartonné et tout, et donc ils ont voulu acheter la série du mec qui a fait X-Files, forcément ça tuait, quoi. Et quand ils ont vu le truc et que c'était super sombre, ça avait marqué, il est passé à minuit le dimanche en mode c'était vraiment gâché, on les a achetés, on doit les passer, mais on a un peu les boules, donc on voulait mettre super tard et tout, quoi. Mais en tout cas, je vous conseille vivement si vous commencez à regarder Millennium, vous verrez que le premier épisode, on est vraiment dans du Seven pur et dur, quoi. Il pleut tout le temps. La première scène, c'est Rob Zombie en fond. On est purement dans du Seven. Je vous garantis que plus vous allez avancer, plus vous allez comprendre pourquoi c'est une série fantastique. Mais vraiment, je conseille énormément. Ok. Par contre, je conseillerais moins l'autre spin-off qui avait été fait sur
Les Lone Les gun... voilà. Lone Gunmen. Lone Gunmen, voilà. Les 3 espèces de geeks qui étaient informateurs. Il y a une série sur eux. Oui, une série sur eux. Je découvre ça, quoi. Qui a pas duré très longtemps, je crois, qu'il doit y avoir des épisodes. Bonne idée. Alors, moi, je trouve que ça marche pas. Par contre, moi, je conseillerais beaucoup la série qui a été faite par Glenn Morgan et James Wong, qui étaient des auteurs et des réalisateurs sur X-Files, qui s'appelle Space 2063. Ah, qu'est-ce que j'ai adoré ce truc. C'était génial. Il y a qu'une saison, ça a été arrêté. Je connais pas du tout. C'est quoi le principe? C'est un space opéra. C'est Space Above and Beyond en VO. Ouais. Et une des meilleures séries au monde, genre. Non, mais Alors, c'est peut-être pas une des meilleures séries au monde, mais en fait, c'était une série de SF purement guerrière. Alors, on n'est pas dans Starship Trooper, mais. Ah, il y avait un petit côté quand même. C'est un peu le délire. C'est planète ou c'est passé dans les avions? Non, dans les avions plutôt, quand même. Voilà, t'as des scènes de combat, à mon avis, qui préfiguraient Battlestar Galactica, nouvelle version. Puis surtout, il y avait toute une réflexion sur le clonage. Il y avait un personnage qui était clone. Enfin, du coup, il y avait des personnages qui étaient humains, il y a d'autres qui étaient vraiment humains, d'autres qui étaient humains mais qui n'étaient pas nés dans un utérus. Un peu la Gataka, quoi. Un peu, ouais. Et du coup, c'était un peu. Ouais. Juste pour resituer un petit peu Glenn Morgan. Qui a fait Destination Finale, normalement. Ouais. Ça, les deux, là. Enfin, en tout cas, les deux, en fait, étaient les scénaristes que moi je préférais personnellement dans X-Files. Dans X-Files, parce que c'est toujours les mecs qui arrivent à sortir les idées les plus incroyables. Par exemple, le mec qui peut tirer ses bras, machin, et sa peau. Voilà. Et du coup, en fait, ils ont œuvré sur à peu près toutes les séries de Chris Carter, je crois. Enfin, sauf sur Millennium aussi. Voilà. Et par contre, c'est vrai que du coup, Space Above and Beyond, c'était purement leur bébé, je crois. Chris Carter, il a rien fait du tout. C'était vraiment tous les deux. Non, c'était vraiment super cool, quoi. Et alors, dans cette époque-là, je suis passé complètement à côté. Apparemment, c'est culte. C'est Buffy, quoi. J'ai jamais rien vu de Buffy de ma vie. Enfin, en tout cas, au début, c'est culte et c'est hyper fantastique. C'est vraiment pour adolescents. Donc, ça se passe au lycée, high school, machin. La meuf fait cheerleaders. Et en fait, tu te rends compte que la nuit, elle combat les vampires. Enfin, en tout cas, toutes les créatures qui sortent de l'enfer. Rapidement, il y a plein de Sunnydale, la ville où elle habite, et sur une bouche de l'enfer. Ah ouais. Donc, c'est pratique. Et en fait, elle est élue comme une tueuse de vampires, en fait. Donc elle est hyper forte et toute la nuit elle fait des rondes pour tuer tout ce qui sort du cimetière, quoi. Et donc quand tu suis la journée, c'est un soap genre l'école, machin, tu me pas, et le mec mignon, machin, j'ai mes règles, et après la nuit elle se barre. Et ça a souvent des connexions. Je pense qu'il s'est passé la journée, elle a oui, en fait, et plus petit à petit, la série s'assombrit vraiment, et les autres personnages qui étaient un peu des sidekicks, genre la petite geek de bibliothèque et le mec pas sûr de lui, les personnages qui étaient des personnages secondaires, tout le monde devient un peu. C'est là où la série elle perd un peu, c'est qu'après au bout d'un moment tout le monde a son pouvoir, il y en a une qui est sortie, machin. T'as d'autres personnages qui avant étaient des démons qui n'en sont plus. Enfin, ça part dans tous les sens. Parce que Joss Whedon plus tard a fait donc les deux premiers Avengers, donc il a quand même eu accès à des gros blockbusters, et c'est lui qui est à l'origine de. Il était considéré à l'époque comme le geek aux US, un peu avant qu'il comment il s'appelle, J.J. Abrams, c'était un peu lui le geek. Golden Boy, on va dire, quoi. Donc j'ai jamais vu, c'est une série c'est pas qu'elle m'intéressait pas, mais c'est que je me suis jamais intéressé à ça. Alors moi personnellement, c'est une série que j'aime bien. Je n'ai absolument pas honte. Alors je trouve que c'est une série qui a vraiment des qualités d'écriture. C'est vraiment intéressant ce qu'il fait. C'est un film à la base avec Luc Perry. Oui, à la base c'est un film avec Luc Perry et Luc Perry qui est Dylan dans Beverly Hills. Moi je me souviens de vidéo clip. Il y a aussi Rutger Hauer dedans. Oh, détail. Qui a pris très cher dedans. Mais bon, le film était à chier. Mais bon. Et donc je t'ai coupé dans ton explication. Non, mais la série en fait a beaucoup de sous-textes. Que ce soit social, philosophique ou autre, beaucoup de blagues très très cul aussi. Si tu fais vraiment attention au sous-texte. C'est assez drôle, globalement, c'est très drôle. Ça reste très drôle, mais il y a quand même des épisodes qui sont très sombres, et je trouve qu'il y a quand même de vraies bonnes idées dans certains épisodes. L'épisode où en fait tout le monde est muet, je trouve. Il est absolument génial, quoi. Plus le design des monstres que j'adore. On va parler d'un épisode de comédie musicale. Alors, apparemment, ils avaient des idées, c'était des fois des thématiques sur un épisode. Oui, ils osaient faire des pas de côté sur le. C'était assez libre de ton. C'est ce qui a fait genre Community plus tard. Voilà. Donc je pense que c'est une série qui a amené peut-être certaines mauvaises choses pour la série des télé fantastiques américaines à destination des teenagers.
Mais en soi, elle a amené aussi beaucoup de choses vraiment très intéressantes. Certaines originalités, t'avais une certaine liberté de ton. L'épisode sur la mère de Buffy. La mère de Buffy ou la mort de Buffy? Non, la mère. La mère. Mais il y a aussi un épisode sur la mort de Buffy. Plusieurs, même. Voilà, et d'ailleurs, Joss Whedon, il a fait une autre série de 3 épisodes auxquels les fans vont un culte sans fin, c'est Firefly. Et je sais pas, une des meilleures séries du monde. Voilà, donc tu fais partie de ces gens-là. Ouais. Parce que moi, du coup, j'ai essayé, mais ah bon? Ouais, il y a plus de 3 épisodes. D'ailleurs, vous pouvez choper un magnifique Blu-ray anglais qui est à l'intégrale. Par contre, vous n'aurez pas le film. Oui, parce que du coup, est-ce qu'il y a un film pour clôturer le truc? Le film a été annulé et à la fin, ils ont fait le film. C'est une série. La série a été annulée. C'est une sorte de space opéra western. Ça peut pas être aussi bien que Space 2063. Avec Nathan Fillon. Le fils de François. Ouais, j'en étais sûr. Prends les sous. Voilà, mais non, après, je suis pas fan hardcore, mais c'est vrai que pour moi, Firefly, c'est. Mais tu crois qu'il y aurait ce culte-là si elle avait pas été annulée, la série? Non. Je pense que la série se serait cassée la gueule, évidemment. Ah voilà, on est d'accord. Voilà. Mais pareil, en dehors de Buffy, il y a aussi Angel. Angel, pareil, je pense qu'il y a vraiment des trucs très intéressants dedans aussi, quoi. C'est pas les meilleures séries du monde. C'est passé sur M6, Angel aussi ou... Je suis pas sûr. Mais c'est quoi, c'est la même époque? C'est ça? C'est un spin-off. C'est après, c'est un spin-off sur le vampire. C'est la suite de Buffy? C'est un autre personnage, c'est le vampire dont elle est amoureuse. Qui va avoir sa propre série. D'accord. Qui s'appelle Angel. Voilà. Et non, mais il y a vraiment des trucs très intéressants. Donc moi, je conseille vivement. Et putain, et merde, à l'époque, les gars, on se tapait du latex à la télé, quoi. Ça faisait plaisir. Pas des pornos, on parlait de monstres en latex, attention. Hein, et voilà, on avait du latex. Non, c'est vrai que dans Buffy, les effets spéciaux sont vraiment top pour le coup. Voilà, quoi. Parce que à l'époque, en fait, maquillage. Typiquement, au-delà du réel, on mettait vachement en avant les images de synthèse et tout. Voilà, eux au moins ils restaient vraiment sur quelque chose de physique. Parce que à l'époque où ça se cherchait un petit peu, t'avais pas forcément les moyens, donc la synthèse en série télé, ça devait être vraiment crap. Une série que j'ai pas vue, tiens, je pense que c'est cette époque-là aussi, on en avait un petit peu parlé, je crois, quand on a fait leur série Cameron, c'est Alias. Ah oui, non, j'allais dire autre chose, mais oui. Ça, j'ai jamais vu ça, ce truc-là. C'est pas fantastique, Alias, pour le coup. Ah, dans ce cas-là, hop. Non, c'est pas fantastique. D'accord, je pensais que c'était fantastique. Non, je pensais à Dark Angel, moi, pour le coup. Dark Angel, c'est un film. Cameron aussi. Avec Jessica Alba. D'accord. Quoi, il y a un truc avec Jessica Alba que t'as pas vu? En fait, merde. Moi personnellement, j'ai pas trop regardé Dark Angel, je vais vu le pilote, je vais pas botter plus que ça. C'est l'un avec le film avec Daphne Grant. C'est pas ça, d'accord. Non, c'est pas ça. Il vit en paix. Bon bah du coup personne l'a vu. L'acteur de Dreamon dedans aussi. D'accord. C'est génial ça. Bref. Et oui, et il y a une très vieille série. Pardon. Une vieille série dont on a pas parlé, je reviens très en arrière. V aussi dans le côté initiation, quand on tombait dessus, quand on était gamin. Je l'ai mis de côté parce que c'est une série qui je trouve assez déplaisante en fait. J'ai un mauvais souvenir de cette série, si ce n'est qu'il y a quand même des scènes qui m'ont marqué comme beaucoup de gens, l'accouchement bébé lézard, ça m'a beaucoup marqué, ça, le fait qu'il bouffe les souris aussi, voilà. Et plein de trucs qui m'ont marqué dans cette série, mais globalement je la trouve je la trouve assez sale en fait. Il y a un truc qui me déplaît, c'est vrai que je la mets pas dans les trucs que j'aime bien, quoi. T'aimes pas les trucs sales, toi? Non, j'en fais souvent en film et tout, et voilà quoi, mais non, c'est bizarrement c'est une série qui je trouve assez malaisante en fait, mais c'est personnel. Mais je suis d'accord, mais je trouve que c'est ça qui est bien, quoi. Enfin, c'est pour ça que j'adore cette série. Il y avait Robert Englund qui jouait un personnage gentil, ce qui était bizarre à l'époque. Un alien gentil. Un alien gentil, ouais. Ouais, c'était bien chelou. Bref. Avec l'acteur aussi d'Arl Invincible. Ah. Oui. J'ai oublié son nom, mais je vous ai dit, j'ai des problèmes de mémoire. Je vais aller chercher. Oui, non, mais V, pour moi, c'est plus la première mini-série qui était mortelle. Parce qu'il faut expliquer, donc il y a une mini-série. Et en fait, il y a une série. Il y a une mini-série qui est une histoire complète et tout. Et après, ils ont essayé de faire une série, mais une vraie série à coup de 26 épisodes. Et du coup, l'accouchement, c'est dans la mini-série? C'est une mini-série. D'accord. Mark Singer. Voilà, merci. Parce qu'il faut expliquer, donc c'est des extraterrestres qui arrivent sur Terre. Au départ, on pense qu'ils sont sympas. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, ils veulent ici pour couper la flotte. Ils ressemblent à des humains. Voilà. Et en fait, sous la peau, c'est des lézards. En fait, et ils veulent voler la flotte. En fait, en gros, ils nous asservir. Et il y a des résistants qui sont. Alors, en fait, c'est une énorme allégorie en fait sur la Seconde Guerre mondiale, sur pour essayer de remettre les gens en situation face au nazisme. Voilà. Oui, parce qu'en plus, ils ont vraiment repris les codes du nazisme, tu collabores ou tu résistes. Voilà. Les uniformes. Oui, d'ailleurs, il y avait toute une résistance qui s'organisait. C'était stressant comme ça, j'aimais bien. Voilà, mais une série qui a fini par être annulée, comme beaucoup de séries à l'époque. En même temps, on peut faire ça toute la vie. Il y a une série que j'ai voulu parler de l'époque M6, machin, et tout, qui n'était pas sur M6, qui était sur Canal+, et qui, dans mes souvenirs, une série que j'aime beaucoup, mais je crois qu'il n'est pas terrible, mais qui
le socle était bon, c'était Dune, la mini-série en fait. C'est qu'à la base, Dune c'est bien, donc de facto, il y a eu Children of Dune et il y a eu Dune, la mini-série. Alors en fait, donc tu as Dune, qui était une série. Moi c'est Children of Dune, je crois. En fait, tu as Dune qui était donc, effectivement la première mini-série, vraiment très courte, hein, il me semble qu'elle dure 5 heures à tout casser. 3 fois 90 minutes. Donc 3 heures, c'est pas grave. Non, 90, c'est bon. Mais du coup, la mini-série a des problèmes. En fait, en même temps, la version Lynch a des problèmes aussi. Hein. Ouais. En fait, les bouquins, il y a tellement d'éléments dedans, tu peux pas tout adapter, à moins d'avoir un budget de fou. Bon, forcément, la série télé, c'est pas le cas. Donc, on a Lynch, lui, était plus axé sur le côté métaphysique, philosophie. Le dormeur doit se réveiller. Bon, voilà. La série télé, c'est vraiment de plus se rapprocher sur l'histoire, le côté politique, mais il y a un vrai manque de moyens qui fait que, écoute... ça se passe dans des couloirs, c'est ça ? C'est un peu ça, ouais. Et Children of Dune, alors c'est quoi Children of Dune ? Donc Children of Dune se passe plusieurs années plus tard, donc on va suivre les enfants de Paul Atreides, et par contre là, la mini-série, elle défonce, quoi. Elle défonce. C'est bien. Avec une musique de Brian Tyler qui démonte et tout. Parce que moi j'ai tout lu Dune, alors je suis prête. Voilà, alors déjà les enfants de Dune, ça tue en bouquin, mais la série télé est vraiment immortelle. Oui, parce que c'est après les premiers livres qui joue le fils de Paul Atreides. C'est un acteur connu. C'est Alec Newman. Et du coup, c'est ça sûr que c'est... dans les enfants ou dans la mini-série? Dans la mini-série, les enfants de la première, parce qu'il y a ah bah si, c'est lui, c'est tout le temps lui. Même dans la première, ils ont gardé les mêmes acteurs. Là, c'est Paul Atreides. Ah, tu cherchais qui, toi? Le fils. L'enfant, le fils. Ah, Polo Junior. Il s'appelle comment son fils? Je sais plus. Antoine Wechter, non, ça, je comprends toujours. On va pas rester pendant 3 heures. James McAvoy. Voilà, merci. Ah oui. Voilà. Deuxième raison pour laquelle j'ai envie de regarder maintenant. James McAvoy. La musique est déchire. C'est un de ses tout petits rôles. Et en fait, moi, je connaissais Dune, c'est un peu la honte, mais que par le jeu vidéo de Cryo. Qui était génial. Qui était génial, mais du coup, je connaissais l'histoire par rapport à ça, et j'avais jamais pu retrouver cette histoire-là dans le Lynch, et c'est dans la série, mini-série, que j'ai fait putain. Enfin, je retrouve ce que j'avais tant aimé dans le jeu, quoi, les personnages, les relations entre eux et tout, quoi. Donc voilà, je veux juste en parler. C'est une série que je pense que tout le monde s'en bat les steaks. Enfin, personne n'en parlait maintenant. Quand on dit à quelqu'un, tu te souviens de Dune, Children of Dune, tout le monde s'en fout de cette série. Pourtant, je trouve qu'elle était assez classe parce que elle est vraiment le socle de base, le scénario est dément, donc forcément, tu peux faire qu'un truc bien avec ça, quoi. Mais voilà. Et après, bon, ça n'engage que moi, bien évidemment. Mais soyons honnêtes, Dune, certes, ça défonce. C'est un de mes bouquins préférés, donc ça, y a pas de souci. Mais soyons honnêtes, si ça défonce, c'est grâce aux enfants de Dune. Et je ne vous dirai pas pourquoi. Lisez-les et vous verrez. Moi, c'est l'Empereur Dieu, mon préféré dans les bouquins. Ah ouais. Ouais. Et ouais. Et sinon, à époque, toujours M6 et compagnie, il y avait Sliders. Tu m'as rappelé Cyril tout à l'heure. Ouais, j'ai jamais vu, moi, du coup, non plus. Alors, Sliders. Moi, j'aimais bien. Du coup, c'est avec, je suis désolé pour le manque d'infos, en fait. C'est pas comment l'acteur qui joue dans Joe's Apartment, qui joue dans Sliders. Oui, c'est lui. Oui, tout à fait. Comment il s'appelle? Moi, je connais de Joe's Apartment. Jerry O'Connell. Je le connais pas de Sliders. Donc en fait, le pitch, c'est des gens qui glissent d'un monde parallèle à l'autre, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est quoi le monde parallèle? C'est que c'est des alternatives différentes ou c'est d'autres univers, en fait? Non, c'est toujours la Terre, mais genre il s'est passé un truc différent qui fait que la réalité est complètement autre. D'accord, c'est peut-être tout le monde est à gauche tout le temps, par exemple. Non, c'est plus genre Kennedy n'a pas été tué. D'accord, c'est des trucs sur l'histoire, en fait. Oui. D'accord. Voilà. Et ils peuvent se recroiser eux-mêmes et tout. Genre une météorite n'est pas tombée, donc les dinosaures sont là. Cool. Et du coup, alors là, j'aurais pas beaucoup d'infos et ça sert à rien de chercher, hein, parce que en fait, il y avait eu un téléfilm qui avait été diffusé sur la 5, je m'en souviens, qui aurait dû servir de pilote pour une série et qui n'a jamais été faite. Et en fait, c'était pareil, des gens en train de glisser dans des mondes parallèles. J'ai jamais réussi à retrouver le nom de ce téléfilm. Voilà, donc je me suis toujours demandé si en fait Sliders c'était partie de ça, c'était le projet avorté qui avait été repris ou autre, je sais pas. Et t'as jamais trouvé l'info parce que j'ai jamais trouvé l'info. Voilà. Non plus. Donc, mais c'était plutôt pas mal et c'est un peu comme Code Quantum en fait, parce que du coup c'est un prétexte à explorer des choses on teste des choses sur le SI. Voilà, exactement, le SI. Et en même temps, les personnages se sont construits au fil des... Après, comme d'hab, ce genre de série, vers la fin, c'est un peu chiant, il y a trop de personnages. C'est surtout qu'au bout d'un moment, il y a des personnages qui vont partir, et dès que la dynamique est pétée, ils n'ont jamais réussi à... Puis il y avait des love à faire, c'était un peu chiant. Mais... Ouais, voilà, enfin bon, au bout d'un moment... Voilà, série trop longue. Voilà. Donc, showrunner, si vous nous écoutez, à un moment donné, ça va s'arrêter.
Ensuite, on avance un peu dans le temps ou t'en avais d'autres sur cette époque ou... Non, c'est plutôt plus tard. Après, j'avais un package à faire de plusieurs séries. Un package. Tout à l'heure, quand on regarde les séries qu'on aime bien, j'ai trouvé, ça y est, là, un peu qui relie. Non, voilà. c'est après, quand on regarde les séries vraiment qu'on conseille. Finissons cette sorte de chronologie. T'avais d'autres trucs à ajouter, Xavier, là-dessus? Moi, de toute façon, la période M6, moi, il y avait une série, je l'ai trouvée assez fascinante. Elle était mauvaise, mais je sais pas pourquoi. Je la regardais. C'était Poltergeist. C'est qu'il a fait une série du film. Une série qui n'a strictement, mais on aimait bien faire ça à l'époque. Ça s'appelle Poltergeist et ça n'a strictement rien à voir. On suit une société secrète qui va pourchasser du démon, du fantôme, des trucs comme ça. Avec. Mais t'étais enfant en France à l'époque ou t'étais en Roumanie ou ça? Non, si, ça me dit quelque chose. Sur TéléZ, c'était écrit, je pense. Et en fait, du coup, Poltergeist, l'acteur principal, c'était un des acteurs de Verhoeven. Qui joue dans Soldier of Orange, le soldat allemand. Derek DeLint. Voilà, Derek DeLint. Quel fact-checking. Je suis au taquet là, sur le clavier là. Et il y avait des trucs pas mal. C'était globalement assez foireux, mais il y avait de l'idée. Mais à l'époque, c'était un peu période de disette. Hein. On se tapait X-Files, on avait Poltergeist. Oui, mais c'était juste avant le bouchon de séries fantastiques. Voilà, ils avaient un peu rincé le truc, il y avait Charmed. Et là, du coup, tu dis hop, on a basculé de l'autre côté avec Charmed, je pense. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont hyper fans de Charmed, mais honnêtement, j'ai pas mal regardé et non, je comprends pas quoi. Je ne suis pas le public, donc. À la limite, si t'es un mec, t'as plus de chances d'aimer que moi, parce que voir des meufs en nuisette. Écoute, Alyssa Milano a toujours été extrêmement charmante, donc. D'ailleurs, on n'a pas parlé. De Madame est servie. Non, pas Madame est servie, je veux dire de Ma sorcière bien aimée. Ma sorcière bien aimée, voilà. C'est scandaleux. Non, je veux pas qu'on en parle, hein. C'est pas le but, mais. Mais pourquoi pas? Quand j'étais gamin, j'étais amoureux d'Elisabeth Montgomery. Eh ben, une série dont on a parlé tout à l'heure hors antenne et qui a un rapport avec ça, c'est Sabrina l'apprentie sorcière. Ah, mais c'est vrai. Ça, c'est fantastique. C'est très fantastique. C'est fantastique. Alors, du coup, moi, personnellement, j'étais trop vieux pour. Ouais, j'étais assez vieux pour apprécier. Fan. Mais du coup, mon frangin l'a regardé, j'ai vu quelques épisodes et j'étais fan hardcore du chat. Le chat Salem en animatronique en plus, voilà. je pense. C'est le seul intérêt de la... Bon, qu'il y avait juste le musée et les oreilles qui bougeaient. Il se faisait pas ses ongles des fois. Ouais, il était déguisé, il faisait plein de trucs. Je suis sûr, il fumait et tout. Et il était trop punk, le chat. Je pourrais toucher le fond avec cette. Là, on passe plutôt, peut-être, je pense, histoire de pas non plus traîner. On peut faire maintenant le gros bloc des séries actuelles, on va dire, genre ces 10 dernières années. Nos coups de cœur, nous. Bah non, même pas moi, j'ai des coups de cœur qui sont pas forcément dans ces 10 dernières années, mais des coups de cœur qui sont vieillots. Voilà, là, c'était pour parler des. Tu vois, je voulais, par exemple, qu'on parle de True Blood, par exemple, c'est sur des séries qui sont plus récentes, on va dire. Ça peut faire. On va faire un package 90, maintenant on va faire un package 2000-2010. Ouais. Typiquement, je voulais parler de deux séries que je trouve qui ont le syndrome du ça a duré trop longtemps et c'est dommage, un peu plus tôt. Je voulais parler donc c'est une série anglaise qui s'appelle Misfit et une série américaine qui s'appelle True Blood. Misfit, je sais que tu connais parce qu'on en parlait à l'époque quand on commençait le pif, Véronique, et c'est une série qui était très bien au début et qui très vite fait n'importe quoi. Bah en fait c'est un peu ce que tu disais sur Sliders. À un moment donné, ils perdent le personnage le plus intéressant et du coup ça devient. C'était celui qui était un peu relou là. Comment est-ce qu'il s'appelait Ça m'a marqué cette série, putain. Ah non mais ouais. Nathan. Oui, Nathan. Quelle mémoire. Et mais ça, c'était une série, je trouve, qui était assez prometteuse au début, puis très vite est devenue relou comme pas possible. Quoi. En fait, c'est les 2 premières saisons qui sont vraiment bien, et après, c'est assez décevant. Mais je dois avouer, personnellement, pour des raisons qui vont me faire perdre toute crédibilité, je suis désolé, il y a 2 épisodes qui m'ont fait rire, mais tellement. J'ai adoré ces 2 épisodes. Donc, il y en a un où, tout simplement, on tue des cheerleaders. Je suis faible. Elles sont zombies, elles sont zombies, mais c'est des cheerleaders, c'est tout ce qui compte. Avec justement le remplaçant de. Tout à fait. Et le remplaçant de Nathan, en fait, qui a une phobie des cheerleaders et du coup, il prend un plaisir jouissif à les exterminer. Il était nul d'ailleurs Mais non, il est trop bien. Le remplaçant de Nathan. Ouais. Mais après, il est dans Preacher et ça, c'est une super série. Et surtout, cet épisode magique où, du coup, toujours ce même personnage. Il va avoir un petit problème avec sa bite, donc on dit beaucoup de bite, voilà. Et il va passer tout l'épisode à essayer de sauver sa bite. Et j'ai trouvé ça génial. Je sais plus, ça bip. Ça mine. Ça bip. Mais par contre, si vous l'avez jamais vu, il faut quand même voir les 2 premières saisons, ça vaut vraiment la peine. Oui, les 2 premières saisons sont. Il faut expliquer, c'est une sorte de X-Men un peu plus trash, c'est pas non plus. C'est anglais déjà. C'est anglais et donc c'est un peu moins. En fait, pour ceux qui connaissent, imaginez Skins, et en fait. C'est le même créateur d'ailleurs. C'est le même créateur, ouais. Et vous leur donnez des pouvoirs. Voilà, ça donne ça. Et sachant qu'ils sont en train de faire des services d'intérêt généraux parce qu'ils ont fait des conneries, donc ils sont. Et certains ont des pouvoirs tout pourris.
Et quoi déjà Rocket Scientist, par exemple. Ça, c'est en saison 3, non? Non, c'est saison 1. Non, c'est plus tard. Bah oui. A fucking Rocket Scientist. Sachant que dans les bénévoles du PIF, nous avons un Rocket Scientist et nous lui faisons une petite dédicace. Mais du coup, en fait, ce qu'il y avait de très bien avec Misfits, c'est surtout le design de la série, le visuel. On essayait au maximum de te faire passer une série comme une série fantastique de super-héros alors qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. Et du coup, c'est vraiment génieux, quoi. Ça fonctionne vraiment super bien. Ouais, moins cher. Oui, aussi. Et dans le genre aussi, série qui je trouve commençait bien, et encore, je suis gentil, mais True Blood, j'avais regardé toutes les saisons, et en fait, très vite, je me suis dit, mais pourquoi je regarde cette merde en fait? Et il y avait l'effet, tu t'es fait avoir, t'es dans le truc, t'as juste envie de voir ce qui se passe, mais tu sais que tu perds ton temps. T'es obligé de finir. Et je perdais mon putain de temps. Je me suis dit, putain, pourquoi je regarde cette merde? Et je regardais. Et je trouvais ça de plus en plus nul. Mais je regardais parce que je voulais savoir pourquoi. C'est un peu comme le sentiment. Moi, je sais pourquoi je continue, mais c'est pas trop pour les beaux gosses. Bah oui. Voilà. Bah, il y avait de la meuf dans True Blood, mais pourtant c'était gratiné en plan nichon et tout, donc normalement j'aurais été content, mais non vraiment je me suis dit pourquoi je regarde cette merde. Alors en fait je vous spoil pas la fin, mais vous voyez un album d'Astérix, ça se termine pareil. C'est un banquier. C'est un banquier. Je me souviens même plus de la fin. T'es là, sérieux? Je me souviens d'une épisode d'une saison entière, il y avait une nana arbre ou je sais pas quoi. Quel enfer. C'était chiant. Non mais là en plus ça parlait trop partout en histoire d'amour, de machin et tout. Enfin c'est hyper chiant. Donc c'est un peu comme Lost. Si jamais vous avez jamais regardé, ne le regardez pas en fait. C'est que une fois que t'as commencé, à la rigueur tu dis pourquoi pas finir, mais quand tu n'as pas commencé, mais il y a tellement mieux à voir sur Terre que c'est sérieux. Tu sais qu'à la fin tu vas être déçu. Je vais me permettre de donner mon avis déjà sur True Blood, qui va être beaucoup plus court. J'aime pas. Voilà. Alors en fait, bah merci. Non, mais ça va être... générique de fin. Non, ça va être très simple en fait. Cette série a quand même un super pouvoir. J'ai toujours trouvé qu'Anna Paquin était une super actrice. Dans la 25e heure, je trouve qu'elle est mortelle. Elle est variable. Piano, évidemment aussi. Voilà. Mais en fait, True Blood a réussi à me faire détester cette actrice. Je peux plus la voir à cause de True Blood. Mais c'est variable parce qu'elle était insupportable au début. Et en fait, normalement, elle en a tellement plus rien à foutre que ça devient limite intéressant dans la saison en fait, parce qu'elle en a plus rien à foutre en fait. Mais au début, c'est la nana pression et tout qui casse-couille. J'ai pas été jusqu'au bout. Non, si elle est chiante jusqu'au bout. Franchement, alors que par contre, Lost, je suis désolé, mais Lost, je trouve que les 2 premières saisons, j'ai eu du mal. Je trouvais ça chiant, quoi. Mais tu te rends compte de dire ça, dire les 2 premières saisons, t'as eu du mal, ça combien d'heures de ta vie? Je sais. On est tous d'accord pour dire que les saisons 3, 4 et 5 sont les meilleures. Mais voilà, les 3, 4, 5. Mais pour un y arriver au début et une moi, c'est pour ça que j'ai arrêté. Je suis pas d'accord parce que je fais partie des très rares personnes. Je suis peut-être même la seule personne. Moi, j'ai aimé la fin. T'as compris quelque chose ou autre? Il y a une vidéo qui est géniale quand Lost c'est fini. Ils ont pas pu la faire avant. Il te résume en 4 minutes et ça dure 20 secondes chaque exemple, tous les trucs qui ont été lancés comme idée qui n'ont pas été aboutis, quoi. Ah oui, ça par contre. Et je trouve que c'est une flash de gueule. On te montre une statue gigantesque qui a un pied avec 3 pieds, 3 doigts, 3 pieds, et on te dit pas pourquoi, on te dira jamais pourquoi, et tu dois faire avec, quoi. Et du coup, est-ce que vous avez regardé The Leftovers là? Il paraît que c'est mortel, mais j'ai pas vu. Non, In the Love. Dédicace pour toi, François, qui me conseille de regarder ça. Je suis très partagée. J'ai pas regardé la saison 2 et j'ai quand même pu regarder la saison 3, donc ce qui m'a toujours très bien. Du coup, comme je me suis tapé Lost, je connais les travers de In the Love. Mais là, il avait annoncé. Oui, c'est lui. Bah oui. C'est pour ça que je pose la question. Je suis pas quand même. Je sais pas que c'était lui qui était derrière ça. On m'a dit, il faut les gens, parce que 2 saisons un peu compliquées, mais la 3e est mortelle. Mais c'est fini par contre. Non, parce que je crois je vois vraiment ce qu'il me dit. Il me dit que ces 2 saisons sont compliquées à regarder, mais que la dernière me justifie elle seule le fait d'avoir regardé les 2 premières. Ah, Véronique. Bah en fait, déjà, on savait d'avance que la 3e serait la dernière, donc on savait que ce serait la fin. Du coup, moi, j'avais pas regardé la 2, puis quand je sais que la 3 serait la dernière, je fais vas-y, je regarde quand même. Ah ouais? Et c'est couillu quand même. À moins que les saisons n'ont rien ensemble, comme American Horror Story, mais rien à voir ensemble. Mais... Non, et du coup, ouais, franchement. Et en fait, je pense que je vois très bien pourquoi les gens aiment, mais moi, je suis complètement hermétique à ça, en fait. Donc, je peux pas dire que c'est pas bien, juste que j'aime pas, en fait. C'est vraiment, j'aime pas, quoi. Pour paraphraser Xavier, j'aime pas. Au moins, c'était rapide. C'était tes deux séries que t'avais envie de bâcher un peu. Même si pourtant je les ai regardées. Hein, donc si on est sur une période bashing, je peux bâcher autre chose. Vas-y. Bah The Walking Dead, quoi. Enfin, on peut en parler 2 minutes là. Alors, j'ai regardé. Ça, c'est tout le monde dit, mais bon, j'ai regardé 10 minutes du premier épisode, j'ai arrêté, j'ai jamais voulu continuer. Je sais que c'est bien apparemment, mais. Non, c'est pas bien. J'aime pas. Alors, Xavier. En fait, c'est moi je lis le comics, donc. Pareil. Et en fait, moi, ce qui m'embête avec The Walking Dead, c'est que quand tu prends la moitié du premier volume pour faire ta saison complète, à un moment, je me dis, il y a un peu du foutage de gueule. Le rythme, c'est pas du tout ça. Et en fait, dans la BD, on arrive à faire passer des concepts
On arrive à te faire ressentir des émotions de manière très rapide et très simple. C'est incroyable la simplicité qu'il a de faire passer certaines émotions. Dans la série, tu vas te taper des monologues de 10 minutes. Non, mais c'est juste pas possible. En fait, dans la série, souvent, les personnages passent du temps à raconter à d'autres personnages ce qui s'est passé soit dans l'épisode d'avant, soit plutôt dans l'épisode. Ah ouais. Donc toi, t'es là, bah moi j'y étais, je l'ai vu. J'ai envie de les interrompre, dire non, mais c'est bon, moi je sais, en fait. Mais pourtant, c'est une série, enfin, avec Game of Thrones, c'est une des séries les plus vues sur Terre, en fait, en fantastique. Mais c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est beaucoup vu par des gens qui ne regardent pas du tout de films d'horreur, alors que c'est quand même très gore. Là, pour le coup, on peut pas dire The Walking Dead, c'est quand même assez gore. Et je comprends pas pourquoi les gens sont pas catastrophés, alors que quand toi tu leur montres un pauvre film, enfin là par exemple il y a. Mais est-ce que c'est malsain, c'est gore, mais est-ce que c'est malsain, est-ce que c'est dérangeant? Parce que c'est gore. Mais c'est des zombies donc. Ouais non mais comparé à la BD, on est ultra light. Hein. D'accord. Ouais mais là en dernière saison. J'ai pas vu la dernière saison. Il a utilisé Lucille. Donc voilà. D'accord. Et ça pour le coup c'était vraiment très très gore. Et du coup c'était trop. D'ailleurs, et même moi qui savais l'issue du truc, ça m'a saoulé. Et en fait, les gens l'ont très mal perçu. Et là, la série est en train d'être dans une mauvaise passe parce que les gens disent non, c'est trop en fait. Tu vois, genre, ça va trop loin. C'est pas tant le gore, moi, c'est surtout une certaine violence psychologique qu'il y a dans la BD, qui te fait vraiment ressentir l'horreur de la situation. Le problème, c'est qu'il y a tellement de gore dans Walking Dead que tu ne sens plus cette horreur psychologique. Mais ça pose vraiment la question de l'adaptation parce que là, tu te dis en fait c'était inadaptable. Ça avait l'air simple comme ça parce que c'est des cases en noir et blanc et tu te dis on va le faire, ça va être mieux en couleur et machin. Il y a quand même, dans la BD, il y a quand même un personnage qui ne supporte tellement pas la situation qui décide d'aller se suicider. Quand il décide d'aller se suicider, il s'offre littéralement un zombie qui était attaché. Et la scène est atroce quoi. C'est justement il fait la vache. Là tu parles de la BD hein. La BD. Ouais. Puis même le personnage du gouverneur qui était un des premiers grands méchants dans la BD, il était complètement raté dans la série. Tout à fait. Bon après la BD a ses travers aussi. Ouais. La BD tourne aussi un peu en rond. On t'es le gouverneur, après tu te tapes Negan. Bon certes c'est la version plus mais bon faut pas déconner. Après je parle c'est le mec avec la balle de baseball avec des barbelés, ce que j'ai cru comprendre en voyant les gens. Lucille, elle s'appelle Sabat en fait. Ah d'accord. Et pour ceux qui regardent la série, je dis pas ce qui se passe après. Mais ça se passera peut-être pas dans la série, donc de toute façon. Mais en plus, je trouve ça assez vicieux sur The Walking Dead, c'est qu'ils prennent un malin plaisir en fait à détourner certaines scènes pour les gens qui ont lu le comics pour les surprendre, mais en même temps, du coup, ça a souvent aucun sens en fait. Et du coup, t'as envie de dire, bah soit tu fais une adaptation littérale et les gens de toute façon ont majoritairement pas lu le comics, donc à la limite on s'en fout. Et ceux qui ont lu le comics crient au viol de l'original, mais c'est pas ça qui se passe dans la BD. Enfin bref, tout le monde personne n'est content. Après une adaptation, tu peux t'éloigner. Moi, je demande pas à avoir. Je me fiche de voir. C'est pas pareil que la série. Les voix, c'est pas les mêmes. Je me fiche de voir à la télévision exactement ce que j'ai lu en comics. C'est bon, j'ai lu le comics. C'est bon, je sais. Vas-y, fais-moi autre chose. J'ai pas testé Fear the Walking Dead, mais je suis déjà plus intéressé par ça. Ouais, bah non, en fait. Si t'aimes bien les séries où il se passe des trucs, passe ton chemin. J'aime bien, ouais. Mais d'ailleurs, c'est marrant que tu parles des Schtroumpfs parce que finalement, c'est une série fantastique. Oui, tu passes un instant, j'aime bien. En français, on en a franchement, The Walking Dead, la série, ça ressemble un peu aux Schtroumpfs, c'est-à-dire qu'ils vont quelque part et ils demandent au grand Schtroumpf quand est-ce qu'on arrive. C'est vrai. Donc voilà. Il y a un Schtroumpf farceur, non? Non, mais ça manque. Il y a Grognon. Oui, il y a Grognon, oui. Ah, bah, il tire bien l'arbalète, le Grognon. Et sinon, tu t'en as parlé à l'instant, mais Game of Thrones dans le genre série hyper suivie et fantastique et pas très accessible, mais finalement. Moi, j'ai vu un épisode, je trouve ça sympa sans plus, et j'ai jamais eu l'occasion, l'envie de continuer en fait, mais il faut que je continue parce que tout le monde dit que c'est mortel, mais plus les gens disent que c'est mortel, moins j'ai envie de le regarder en fait. Et surtout, je déteste Heroic Fantasy, donc c'est un calvaire pour moi de regarder ça quoi. Oui, alors en fait, juste. Tu suis toi Xavier? Alors moi j'aime beaucoup la série et j'aime les différences avec t'as lu les bouquins? Oui. Je suis fan des bouquins surtout. T'as beaucoup de temps, disons. Non, j'aime lire. Tu dors pas en fait. Tout ce que tu fais c'est dingue quand même. C'était plutôt pour nous, on a peut-être en fait faut qu'on organise notre temps autrement là, ça va pas du tout. Je pense que j'ai galéré quoi. Non mais du coup Game of Thrones justement l'intérêt c'est d'avoir quelque chose d'heroic fantasy, mais en partant d'une base médiévale. En fait, l'aspect fantastique va vraiment arriver petit à petit. Donc, des premiers épisodes, une sorte de bestiole qui décapite les gens. Ouais, mais en dehors de ça, tu vas les voir et on va plus t'en entendras parler, mais tu vas pas les revoir avant perpète. C'était cool.
Non, mais t'inquiète, il y a des trucs super cool avec. Hein. D'accord. Il n'y a pas de souci. C'est pas le plus intéressant en plus. Toi, tu les as regardés, Véronique ? La série, oui. Mais pour moi, le plus intéressant, enfin, c'est pas, je te dirais pas si t'aimes l'heroic fantasy ou la fantasy. Vraiment, c'est la politique qui donne l'intérêt de cette série. Moi, justement, j'aime les séries comme Claudius. Donc Claudius, pour ceux qui connaissent la série Rome, c'est une série anglaise qui ressemble beaucoup à du théâtre, mais bon, série anglaise, années 70 et tout machin. Et Rome a été conçu par les créateurs comme une sorte de préquel à la série Claudius qu'ils avaient adoré. Donc on est vraiment dans un principe comme Les Rois Maudits en France, excellente série française. C'est de la conspiration, c'est de la politique et tout. C'est vraiment ça qui est important, c'est les personnages. J'entends beaucoup de personnes dire bah ouais mais l'intrigue elle bouge pas et tout machin. Mais ce qui est intéressant c'est les personnages, c'est leur évolution. En plus t'as plein de personnages, tu trouveras toujours un perso qui va te plaire et auquel t'accroches. Bon on sait tous que Tyrion c'est le meilleur, mais voilà quoi. Moi j'avoue que je continue de suivre, mais je suis carrément pas enthousiaste quoi. J'ai du mal à accrocher aussi bien au côté heroic fantasy qui est vraiment trop partouche en fait, donc du coup le casino non le casino. Ouais, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et le côté politique je trouve pas si fort que ça en fait. Enfin je trouve que comme tu dis ça avance lentement, mais même les personnages avancent lentement parce qu'il y en a tellement que du coup il y a que 10 épisodes une fois par an. Ils en remettent en jeu des personnages, il y a des nouveaux qui arrivent et tout, parce que moi j'ai vu le premier ou le deuxième. Bah oui, en plus, il y en a plein qui meurent. Il y a plein de gens, tu fais oh là là et tout, c'est super chouette à suivre, mais c'est normal. Et pourquoi tout le monde pète un câble sur cette série ? Alors pourquoi c'est vraiment. Parce que c'est générationnel, hein, c'est les gens qui pètent un câble sur cette série. C'est vrai. La série est bien écrite. Bon, alors, merci à Gérard Martin pour les bouquins, forcément. Il a fait des pavés énormes, donc bon. Mais même d'un point de vue visuel, c'est la folie, quoi, ce qu'ils ont réussi à faire. La photo elle est super, les effets spéciaux ils sont top. Pourtant je peux te dire que les dragons je les attendais, je me disais bon bah voilà ça va être la fin de la série. Et là d'ailleurs sur The Walking Dead dernièrement il y a quand même 2-3 effets spéciaux qui étaient franchement limite, donc c'est pas du tout le même niveau quoi. Des budgets énormes pourtant. Walking Dead c'est AMC, c'est HBO pour Game of Thrones. Et HBO c'est une chaîne privée, mais AMC c'est le cas aussi ou... Oui. Ici c'est pas une chaîne de cinéma aux États-Unis je crois, il me semble. Non les deux. C'est pareil. Là-dessus je sais pas. Ouais. Non c'est pareil. Mais bon. Bien. Moi, c'est une série on va dire une série moderne. Je sais pas si c'est fantastique, mais que j'aime beaucoup par contre, c'est Six Feet Under, mais je sais pas si c'est pas vraiment fantastique, c'est morbide. Alors pour moi, c'est pas fantastique. Pas du tout. Mais la série est excellente, hein, cependant, je vous conseille. Mais j'en parlerai pas. T'as tout vu ? De quoi ? Six Feet Under. Ouais. Okay. Bon. C'est comme beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de mal sur la fin où je me suis senti abandonné, triste, à mourir. J'ai jamais aussi déprimé ma vie. On a déjà mis un blâme à France 2 sur la diff de Millennium. On peut mettre un deuxième blâme à France 2 sur la diff de Six Feet Under. C'est sur France 2 Moi j'ai été découvert en DVD donc j'ai pas. Elle a été littéralement sacrifiée la série. C'est-à-dire sur une croix, ils ont. Non, mais pareil, en pleine nuit, pas dans l'ordre, machin. Pas dans l'ordre. Enfin, dans mes souvenirs, c'était pas. Moi, je les avais pas suivis là-dessus, donc je m'en fichais, quoi. Mais c'est vrai que c'est dommage, quoi. C'est dommage. Je pense que plein de gens sont passés à côté de la série à cause de ça. Tu tires la France vers le bas, là. Tu mets pas ça en prime time. Dexter, je l'avais pas mis dans la liste, mais Dexter, c'est une série fantastique. Bon, pas du tout. Pas fantastique, non. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est juste un serial killer. C'est vrai. C'est vrai. Non, on parle pas dans ce cas-là. Bon, est-ce que vous avez d'autres séries de cette grande période de phase des séries télé là modernes Non, moi je suis plus sur des trucs récents après, donc je voyais pas. Je vous en ai parlé tout à l'heure, moi j'ai jamais connu, mais apparemment c'est une autre série qui cartonne beaucoup auprès des gens, c'est Battlestar Galactica. Apparemment c'est un truc qui plaît énormément. Moi j'ai jamais vu. C'est la meilleure série du monde. Ah ouais. Battlestar Galactica. Pourquoi t'en parles pas alors ? Non, Battlestar Galactica, c'est juste mortelissime. Et c'est comme Game of Thrones, c'est un truc de politique et tout. Ouais, mais en même temps, c'est du combat spatial, c'est de la survie. Par rapport à Space 2063, déjà. Ouais, Battlestar Galactica, c'est meilleur. Cosmos 1979. Non, mais c'est qu'à la base, c'est une réactualisation d'une série beaucoup plus ancienne. Une série des années 70. Galactica, quoi. Donc, tu as eu la série Battlestar Galactica. Ensuite, tu as eu Galactica 80, si je me souviens bien, qui est une tentative de reboot suite qui a pas du tout marché, qui était kitschissime. Et ensuite tu as eu donc ce remake Battlestar Galactica qui au départ n'était pas une série, hein, c'était une mini-série de 3 heures qui a cartonné. Mais en même temps quand tu voyais le truc de 3 heures, je me disais mais c'est quoi ce truc quoi. T'avais des personnages, c'était dur, t'avais des super effets spéciaux. Même si les Centurions, des fois, bon voilà, après c'est des effets métalliques, donc ça passe. Centurions, c'est des robots, ça, non ? C'est ça, ouais. Des effets métalliques.
Ouais, en fait, c'est comme c'est du pur métal, tu vois, c'est quand même plus facile à faire que de la peau, des cheveux. Ah oui, tu veux dire, c'est de la... Mais surtout, le truc qui claque. Un perroquet. C'est que t'avais une série de SF en caméra portée et ça te donnait un effet guérilla de malade. Les scènes de combats spatiaux en mode caméra portée. Alors qu'en fait, c'est pas du tout crédible. Si tu portes une caméra dans l'espace, t'as pas du tout d'à-coup, quoi. Ah oui, c'est dans un vaisseau, quoi. C'est dans un vaisseau. Je te casser ta série, là. Si dans un vaisseau. Mais non, mais vraiment, regardez. Dans Space 2063, il y avait pas du tout de caméra portée. Regardez la série Battlestar Galactica, ça tue. Et apparemment, il y aurait peut-être un remake, mais pas de cette nouvelle version, mais de l'original. Je crois que c'était. Ça change quoi parce que si la nouvelle version était un remake de l'original. En fait, c'est Bryan Singer en fait qui a racheté les droits. Je crois. En fait, il est fan de Battlestar Galactica. Il voulait faire une nouvelle version. C'est tout, quoi. Je pense qu'il veut juste se faire. Mais ça, il n'y a pas trop de séries, trop d'épisodes si on veut commencer. Enfin. Non, la série. Donc il y a une série principale. Bon, on va prendre le début. La mini-série, le pilote de 3 heures. Ensuite, on a une série de 4 saisons, si je me souviens bien. Enfin, la dernière saison, en fait, c'est une seule saison, mais bon, elle a été divisée en 2. Ensuite, on a des épisodes spéciaux. Enfin, c'est des téléfilms. C'est relou, ça. C'est comme dans Doctor Who. Non, mais ils sont bien en plus. Razor, The Plane. Bon, The Plane sert un peu à rien. Et il y a eu 2 séries spin-off, Caprica et Blood and Chrome. Voilà. Mais vraiment, si vous voulez regarder le meilleur truc, c'est juste... Donc si on a un mois de vacances... Non, mais regardez juste Battlestar Galactica, le pilote, les téléfilms et la série, et ce sera bien. 15 heures de programme. Okay. On va faire un petit planning. Ensuite, t'avais une autre série Alors, une de mes grandes séries préférées, Carnival. La caravane de l'étrange. Qui a été annulée d'ailleurs. Qui a été annulée au bout de 2 saisons, malheureusement. HBO toujours. C'est ça, HBO. La série est juste génialissime. Un peu Freaks en série télé. C'est ça, c'est Freaks avec une monumentale bataille entre le bien et le mal, avec 2 antagonistes, donc une petite frappe qui est jouée par notre ami de Terminator 3. Voilà. Je vous ai dit encore, j'ai du mal avec les noms aujourd'hui. C'est lequel parce que Nick Stahl ou voilà, Michael donc c'est Nick Stahl. Ouais. Voilà. Et autrement, nous avons de l'autre côté un prêtre à qui il commence à arriver des choses bizarres, qui est joué par Clancy Brown, le Kurgan de Highlander. Ouais. Voilà. Attends, la série Highlander, on en a pas parlé. Non, a raison, non? Surtout, ça m'a fait penser à une autre série avec Clancy Brown. Alors là, c'est la petite parenthèse. La série était pas terrible, mais je l'aimais bien quand même. Qui était Earth 2. Oh non, ça vous parle pas. Earth 2. Terre 2. Ouais. Et en fait, c'était des humains en fait qui s'écrasaient sur une planète qui ressemblait à la Terre, mais qui n'était pas la Terre. Et en fait, ils allaient devoir découvrir les secrets de cette planète et tout. Et vivre avec ce qu'ils appellent les terriens, qui est une sorte de peuple étrange avec des pouvoirs. Il y avait des trucs de fous furieux, quoi, dont un épisode sur le sacre du printemps, qui était assez génial. En fait, c'était une personne qui était pollinisée comme une fleur et qui du coup se sentait obligée d'aller dans une certaine direction. En fait, dans cette direction-là, tu avais un trou. Et en fait, c'était plusieurs, que ce soit des animaux ou un être humain, qui devait se jeter dans le trou pour lancer le printemps de la planète. Il y avait des idées de fous furieux. C'était produit par Spielberg. C'était pas mal. J'aimerais bien avoir cette série-là. Sans avoir pris de drogue avant. Sur les îles, une série télé aussi qui se passait sur un bateau sous-marin, je sais pas quoi et tout, un truc. Sequest. Ouais, ça avait l'air avec Roy Scheider. Et oui, il y avait une sirène. C'est sur TF1 ça. Ça, chaque fois que je voyais le truc passer, je me disais ça me donnait trop pas envie quoi. Ça avait l'air horrible. Moi j'aime bien, c'était rigolo. C'est comme Babylon 5, mais c'est un truc qui me donnait vraiment pas envie quand j'étais gamin. Alors là, on n'est pas d'accord. Là, non, j'ai jamais vu, mais ça me donnait pas envie. Babylon 5, non mais mec, en fait, ça va pas toi. Ouais, en vrai. Babylon 5, pareil, une des meilleures séries du monde. Non mais vraiment au niveau. Sûrement, mais moi ça me donnait vraiment pas envie. Je sais pas pourquoi ça me donnait vraiment pas envie. Je parlerai de Carnival plus tard. Là, on va parler SF. Donc nous sommes tous d'accord pour dire que Star Trek c'est génial. J'ai jamais vu. Je suis tombé dessus vite fait, mais. Bon. Après nous avons Deep Space Nine que moi personnellement je suis pas un fan. Mais après il y a eu Voyager, Enterprise, donc forcément. Voilà. Et par contre il y a eu Deep Space Nine. Ça c'est toujours des Star Trek, c'est ça? Ouais. Ça c'est du Star Trek. Précisé. Tout à fait. Donc en fait Babylon 5 et Deep Space Nine, c'est 2 séries qui se passent sur des stations près d'une planète ou près d'une zone dangereuse.
On est sur une fin de conflit avec plusieurs factions qui sont plutôt en mode pourparler, de paix. Mais une paix qui est très tendue, qui peut à tout moment éclater. La bonne paix, quoi. Mais on a des traitements qui sont complètement différents. On est vraiment un univers Star Trek. Comme d'habitude, on parle beaucoup de philosophie, d'être humain et tout. Babylon 5, on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus SF, je trouve. Voilà. Donc, je vais pas rester 3 heures là-dessus. Hein. On n'a pas assez de temps pour parler de ces 2 séries. Mais bon, même si Babylon 5 c'est meilleur, Deep Space Nine c'est bien aussi. Et Sequest c'est pourri. Et Sequest c'est un peu pourri. Voilà. Mais il y a une sirène. Je me suis. Mais si, il était pas là, il y a une petite fille qui arrive à chaque fois. Mais j'ai pas vu, donc je sais juste qu'il y a un putain de sous-marin que c'était avec Roche Rider et ça avait l'air pourri, quoi. Mais bon, on va revenir sur Carnival. Oui. Donc en fait, Carnival de l'étrange, la carnaval de l'étrange. Caravane. Caravane, parce que oui, la caravane. En fait, pour moi, Carnival, ça a été des plus grandes déceptions télévisuelles, non pas par la qualité de la série, mais par l'arrêt. Mais par l'arrêt. Ça m'a déprimé, quoi. Ça m'a vraiment déprimé. Je trouvais vraiment la série géniale, quoi. C'est ce que tout le monde dit, je crois. Hein. Mais ouais. Est-ce que Netflix va la ressusciter un jour? Non, je rigole. T'as Adrienne Barbeau dedans. Ah, dedans. Ouais, un super rôle. Cléa Duval. T'as Cléa Duval. Tu as notre ami de Twin Peaks qui joue le nain. J'ai oublié le nom. Je veux pas aujourd'hui. Bon, bref. Mais vraiment, enfin, pour tout fan de fantastique qui se respecte, là, on n'a pas parlé de Twin Peaks d'ailleurs. T'as un putain de cast. C'est pas fantastique. Visuellement, t'as des. Elle rigole, hein. Parce qu'elle a dit que c'était pas fantastique Twin Peaks, elle a dit. Oui, voilà. Vraiment, hein. On a visuellement, en fait, on a une super photographie. En même temps, ça avait l'air beau, hein. Moi je vais je suis pas étonné, hein. Ça se passe dans les années 40. Avec des forains. Avec des forains, c'est vraiment chouette, quoi. Vraiment, Carnival, pour moi, une des meilleures séries. C'était quoi? C'était 15 épisodes, 10 épisodes par saison? C'était quoi? Ouais, je crois que c'était ça, 10 épisodes par saison. Ouais. Et que 2 saisons, mais vraiment, regardez-les, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Bon, 2 saisons, ça va, c'est gérable. Ça va, c'est gérable. Non, mais vraiment, tu vas voir, tu vas juste pas comprendre. Et du coup, Highlander, on n'en parle pas? Non, on n'en parle pas. Mais moi, j'ai jamais vu Highlander. Pour le petit détail, pour Carnival, en fait, après l'arrêt de la série, l'auteur avait promis qu'il continuerait la série sous forme de comics. Donc ça ne s'est jamais fait. Je vous dis tout de suite, ne cherchez pas. J'ai cherché. Ouais. Et par contre, si vous voulez comprendre, si vous voulez avoir plus de détails sur les secrets cachés derrière et sur la manière dont étaient organisées les choses d'un point de vue cosmologique, oui, ça te parle pas, c'est normal. Vous pouvez trouver sur internet, il a laissé en fait post-it. Non, en fait sur Wikipédia, il a laissé pas mal d'informations. Et en fait, il a laissé aussi, mais je crois que faut aller sur les forums spécialisés sur les vraiment des forums de fans. Non, je suis vraiment très fan de la série. Il a laissé en fait des documents qu'il avait utilisés pour préparer il a sûrement préparé sûrement à l'avance plein de les 2 saisons là, c'est bouclé à la fin. Ouais, c'est vieux maintenant c'est oui et non. Oui, c'est bouclé pour une partie fin de saison, voilà. Mais ça l'est pas en fait. En fait, il comptait 6 saisons pour la série complète. Ah, merde. C'est divisé en 3 livres et chaque livre était constitué de 2 saisons. Donc le premier livre est clos. Donc tu as l'histoire du premier livre complète, mais sur la grande histoire du truc, c'était pas fini. C'est dommage. D'accord. Bon, tu nous as calmé avec... Mais dans le même genre, tiens, je vais enchaîner sur une série que moi j'adore qui s'appelle American Horror Story, dont une saison est un freak show. Et ça, t'aimes pas, c'est ça? En fait, là-dessus, je suis désolé. En fait, j'ai regardé la première saison, je l'ai regardée complète, la première saison d'American Horror Story. J'ai détesté. Bah écoute, mais je crois que chaque saison est différente. Ouais. Pas de... chaque saison est différente. C'est une anthologie. Mais en fait, faut savoir que pour moi déjà Nip Tuck, j'aime pas Nip Tuck, je trouve que c'est de l'arnaque. Nip Tuck pour moi c'est une série comme The Tucker qui commençait très bien et qui partait en vrille. De American Horror Story. Et au moins American Horror Story, j'ai retrouvé les travers de Nip Tuck, mais ça arrivait beaucoup plus rapidement. La surenchère débile jusqu'à l'excès du. J'ai pas vu American Horror Story, mais Nip Tuck c'est ça le problème, parce que ça allait trop vite dans le n'importe quoi. J'avais pas vu vraiment n'importe quoi. Mais en fait, la saison 1 de American Horror Story, en tout cas pour moi, je sais pas pour ceux qui nous écoutent. C'était quoi la thématique de la première saison? C'était une maison hantée. D'accord. Genre avec une barre en haut et une barre verticale. Ouais, c'est ça. C'est plus drôle quand on met les mains, sinon ça passera pas. Je suis pas responsable de ça. Toi, tu pourras faire ta blague sur Larry Cohen dans le prochain podcast. Pensez bien à un jeu de mots sur Larry Cohen. Ouais, proposez vos jeux de mots. Non, la première saison, c'est donc la moins bonne. Après, en fait, les autres saisons... C'est pas dur, hein. S'il se met à écrire une saison, il arrivera à faire mieux. Non, mais du coup, la saison 2 est vraiment géniale. La saison
3 est un peu plus faible, il me semble. Mais là, les dernières saisons, et notamment la dernière, enfin, je trouve qu'il explore des trucs. Après, clairement, il a toujours un problème pour finir sa saison. À chaque fois, il y a toujours genre 3 épisodes en trop, quoi. Mais à chaque fois, je trouve qu'il se permet des choses, mais complètement folles en télévision, quoi. Enfin, c'est dans la 2 qu'il y a Lady Gaga ou dans la 3, non? Non, c'est dans la 4, je crois, dans Hotel. Non, après même. Et ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'en fait, les personnages. C'est toujours les mêmes acteurs. Les acteurs sont les mêmes, ouais. Ils vont faire peut-être un mec fou dans une série, puis dans une saison, ils peuvent être un mec complètement sympa dans l'autre et tout, et exactement. Ça change, d'accord. C'est hyper intéressant déjà parce que tu peux voir en fait la palette de jeu des acteurs, et en fait on a rarement l'occasion de le voir, et en plus c'est des acteurs qui sont pas au cinéma pour la plupart, pas tous en tout cas. Il y a quand même Jessica Lange devant. Ouais. Jessica Lange. Et c'est le du coup c'est le seul point commun entre toutes les saisons en fait. Il y a jamais aucun fil conducteur. Alors si, il y a des petits liens entre certaines saisons, mais hyper discrets. Il fait genre il y a réfléchi avant, mais pas du tout, je pense. Hein. D'accord. Voilà. C'est un branleur. Oui, je pense que c'est un gros branleur. Non, mais par exemple la dernière saison, My Ronahawk Nightmare en fait utilise complètement les codes des shows télévisés où il reconstitue des événements racontés par des gens face caméra en fait. Ah ouais, donc ça alterne en fait la version racontée par la personne qui fait ce jour-là nanana, et la reconstitution avec un autre acteur du coup qui lui ressemble un peu mais qui est pas lui. Et c'est hyper original. Fin. Et en plus, en milieu de saison, je vous spoil pas, mais il se passe autre chose, parce que donc l'émission est terminée et il se passe autre chose. C'est une émission en fait. Non, mais du coup, la saison elle est faite comme une émission. Donc tu vois, t'as les épisodes de l'émission, de la fausse télé-réalité, on va dire, ou enfin c'est pas vraiment télé-réalité. Et donc après, il bascule sur autre chose. Hein, et ça parle aussi de la télévision, justement, de ce qu'on regarde à la télé, comment est-ce qu'on met en scène les choses. Et ce qu'on peut faire, c'est que toi, tu vas regarder Battlestar Galactica, Xavier va regarder American Horror Story, et moi je regarderai Sequest. Ça vous va quoi? Et Highlander, hein, parce que sinon t'as pas assez d'épisodes. Et on s'est parti les tâches. Parce que Highlander, je tenais à le dire, ça se passe à Paris quand même, hein, la série. Ouais, sur les quais et tout, on voit des péniches. Putain, comme ça me donnait pas envie ceci. Putain, mais je suis vraiment difficile quand j'étais gamin, mais moi ça me donnait vraiment pas envie. Highlander, ça avait l'air tout pourri quand je regardais ça. On aurait dit une série allemande un peu. Au niveau des couleurs. Que ça, quoi, tu vois. Au niveau de la palette couleur, c'était un peu allemand. Bref, donc du coup, American Horror Story, toi, ça t'a jamais tenté non plus, alors que. Non. Ça se dit aimer le fantastique? Non, American Horror Story, si, ça m'a donné envie, mais tellement de trucs à voir. Et je passe mon temps à regarder des vidéos de chats sur YouTube, du coup, ça me bouffe tout mon temps libre. Ah bah c'est ça que j'arrive pas à faire comme Xavier, c'est que. Faut que je coupe mon accès YouTube. Je fais trop mon hater sur YouTube à regarder des mecs que je déteste. Arrête les vidéos de chats surtout. Ouais. À l'intérieur, je voulais parler de 4 séries qui j'arrive à retrouver, à les relier ensemble et tout, et qui pour moi forment 4 séries que j'ai envie de conseiller. Alors, elles ont un point commun, c'est pour ça que je les ai reliées ensemble. Outre le fait que je les adore, c'est des séries d'animation. Communément appelé des dessins animés, mais ça fait gamin. Pour adultes alors. Ouais. Il y a d'abord, c'est pas pour adultes, mais j'adore cette série, c'est le Batman, la série animée des années 90 de Tim, je sais plus comment s'appelle le mec qui a fait après Heroes, Tim quelque chose. Tim Green, je pourrais dire tout ça, je sais pas, bref, ouais. Les gens qui connaissent, ils doivent se dire, mais quel connard, c'est machin et tout, ils doivent se dire dans leur casque, putain, c'est pas ça, mais je sais plus comment il s'appelle. Vous pouvez nous insulter hein, si on dit des trucs. Bruce Timm. Bah, j'étais pas loin, j'avais le Timm déjà. C'est facile, Bruce en plus, franchement. Ah oui, bah Bruce Wayne, Bruce Timm. Donc j'adorais cette série, je trouve qu'elle était super bien foutue visuellement, la musique, les histoires et tout, je kiffais cette série. Une autre série animée, on va y revenir, hein, je vais juste les citer les 4. Que j'adore de cette époque-là, c'est Evangelion, c'est une série télé japonaise. Je me demande si tu vas parler d'une série. Ah, on verra. Et en fait, Evangelion, tu suis en fait dans un futur, des sortes d'extraterrestres attaquent le Japon, enfin la Terre, mais attaquent le Japon, quoi. Et en fait, ils ont fabriqué des énormes robots pour pouvoir. En fait, c'est Pacific Rim avant l'heure. Hein, ils ont fabriqué des robots pour pouvoir défoncer la gueule de ces énormes saloperies qui viennent. Et seuls des enfants peuvent les piloter. Et en fait, il faut piloter ça par la mémoire. Et donc, c'est une série qui très très cérébrale mais à la fois très 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 spectaculaire et tout. Donc c'est Anno qui réalise ça, qui récemment fait le dernier Godzilla, qui est juste un des meilleurs films de 2000, voilà, qui était le meilleur film de 2016. En 2016, oui, de 2016, ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, donc Evangelion, mais ça c'est très connu, donc j'invente rien, mais c'est une série assez courte et qui a tellement été finie un peu bizarrement, un peu à la Lost, que le réalisateur a dû faire plusieurs. Non, moi j'aime beaucoup la fin d'Evangelion. Il a dû faire 2 autres fins et il a même fait plus tard après des téléfilms, enfin des films cinéma. Il en a déjà fait 2 ou 3, je sais plus. 3. Voilà. Et donc 2 autres séries après, voilà, c'est plus humoristique. Il y a Futurama, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, la série de Matt Groening qu'il a fait juste après les Simpsons, qui est beaucoup plus adulte que les Simpsons, qui est on suit dans le futur en fait un humain de notre époque qui se trouve congelé et qui se trouve être décongelé dans le futur. Du coup, via son prisme à lui, d'un mec qui ne connaît pas le futur,
on découvre le futur et donc c'est grâce à son regard qu'on découvre plein de trucs qui existent là-bas qui sont normaux pour les gens du moment parce que c'est leur quotidien mais qui du coup pour nous sont bizarres. Cette série est très très drôle, beaucoup plus adulte que les Simpsons. C'est marrant, on retrouve pas mal de personnages, des caractères qu'on retrouve dans les Simpsons, genre Homer, l'équivalent serait Bender par exemple, des choses comme ça on retrouve dans la série, et c'est la seule série d'animation où je crois que j'ai chialé en fait. Ah bon ? Il y a un épisode qui s'appelle Ceux qui m'aiment prendront le chien. Voilà, ceux qui ont vu cet épisode-là. Celui-là, j'ai eu les larmes aux yeux aussi. Il est super, ouais, ça m'a foutu les larmes aux yeux, et c'est horrible parce que j'ai écouté le commentaire audio et les mecs ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont fait dans le commentaire audio. Ils rigolent et ça les fait. Ils parlent à autre chose, non, en fait, ils se rendent pas compte que l'épisode il est super marquant et que plein de gens qui ont vu cette série te diront putain, cet épisode il m'a vraiment marqué quoi. Ouais. Et eux ils s'en foutent dans le commentaire audio, ça m'avait un peu choqué. Je dis putain, bande de connards. Voilà, et la dernière série, elle est beaucoup plus récente, s'appelle Rick et Morty. C'est une série animée qui passe sur Adult Swim, où tu suis en fait un sorte d'inventeur un peu foufou, donc Rick, une sorte de demi-dieu qui a inventé plein de trucs, qui a inventé un zapper pour voyager dans les dimensions et tout. Il est suivi de son petit-fils qui s'appelle Morty, et en fait c'est une série très très barrée. En fait c'est le mec qui a fait donc Community, j'ai oublié son prénom, c'est je sais plus comment il s'appelle le mec. Ouais. C'est toi qui as le fact-check. Voilà. Bref, ceux qui connaissent par cœur sur les doigts, ils disent mais quelle bande de branlos. Alors que je connais Dan Harmon, voilà, c'est Dan Harmon, c'est ça. Dan Harmon qui avait scénarisé, réalisé Community et derrière cette série entre autres, c'est pas lui qui anime mais c'est lui qui fait les scénarios, et je déteste ce mot mais c'est très méta. C'est vrai que c'est une série qui passe complètement son temps à réfléchir sur elle-même et à jouer sur ses propres codes. Et autant la saison 1 est très bien, autant la saison 2 est exceptionnelle. Et il y a un épisode de la saison 2 qui s'appelle, je crois que c'est un jeu avec Total Recall, je sais plus comment c'est le nom de l'épisode. Je crois que c'est au début, c'est le 3e ou 4e épisode. C'est un monument d'écriture. Cet épisode-là, il est dément. Et ça joue sur le fait de, comme dans Total Recall, qu'en fait, on a joué sur ta mémoire, on t'a fait croire un truc. Et en fait, tout le long de la série, tu suis, ils sont persuadés qu'un membre de la série a toujours été avec eux depuis le début, d'un personnage qui est là, qu'on n'a jamais vu avant, même il pousse le vice que dans le générique, il apparaît alors que comme s'il a toujours été là, ce personnage-là. Et tout le long de la série, des nouveaux personnages vont arriver et vont faire comme s'ils avaient toujours été là en fait. Et ça va, à la fin, il y a carrément, je crois, 30 ou peut-être 50 ou 100 personnages nouveaux qui sont apparus. Ils essaient de se souvenir, mais qui était vraiment là et tout, parce que pour eux, ils ont toujours été là en fait. Et la série, enfin cet épisode-là, il est juste dément quoi. Et donc c'est une très belle série qui cartonne pas mal et qui, je trouve, vaut vraiment le détour quoi. Voilà, c'était 4 séries d'animation que je voulais. Et le rapport avec Batman C'est une série d'animation Batman aussi. D'accord, voilà. ok. Voilà. La série Batman en fait était assez impressionnante, je trouvais, au niveau du design. Ah oui. C'était fou ce qu'ils arrivaient à faire sur les bâtiments, les véhicules et tout. Ça reprend un peu le Burton d'un point de vue du côté gothique, mais côté gothique, plus loin, en fait, mais tiré. Ouais, t'avais un côté vraiment 50s dedans que j'aimais vraiment beaucoup. Un super casting, il y a Mark Hamill qui faisait la voix du Joker, par exemple. Et Mark Hamill est une voix d'exception, quoi. Ce mec, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire, quoi. C'est vraiment un des meilleurs actuellement. Et toi, Xavier, t'as des séries d'animation plutôt... Moi, le problème, c'est qu'il a déjà sorti Evangelion, qui est ma série d'animation préférée. Donc là-dessus. Mais ça, vous avez cherché à la regarder cette série. Oui, ça passait. C'est sorti en France, mais très tard, je crois, sur Gammon, comme ça, quoi. En fait, la série avait déjà remporté plusieurs prix au fur et à mesure des années au Japon. Finalement, c'est sorti en VHS. Je crois que c'était Déclic qui avait sorti ça à l'époque. C'est la Gainax qui produit, donc qui est une maison de production qui a fait des tas de trucs comme Gunbuster. Gunbuster, génial ici. Voilà, qui a fait Nadia, le secret de l'eau bleue, qui a fait Otaku nos vidéos. Enfin, ils ont fait plein de trucs mortels. La Gainax, c'est un peu le studio un peu super classe d'animation au Japon. C'est aussi qui avait fait Les ailes de Namice. Ah ça je sais pas. Du coup, il me semble que c'est. C'est un film. Enfin, bon, bref, on digresse. On digresse, mais voilà. Moi, par contre, j'aimerais surtout parler un petit peu de séries anglaises. Alors pas la matière, attention, le pays. Voilà. Donc non, je ne vais pas vous parler de Doctor Who, même si Doctor Who, ça n'a pas commencé avec Eccleston. Hein, alors n'ayant jamais vu, je crois que c'est un acteur que les gens aiment bien et c'est énerve que les gens pensent que ça a commencé avec lui, c'est ça? Non, en fait le truc c'est que tu as eu c'est une série qui existe depuis les années 50 je crois ou 60. En fait la série a été rebootée 2 fois et en fait il y a eu une tentative de reboot en 96 avec un téléfilm qui n'a pas fonctionné, c'était produit par les Américains donc ça n'a pas pris et plusieurs années plus tard en fait ils ont... Alors c'était pas Moffat à la base, c'était... je vous dis, j'ai des problèmes avec les noms en ce moment. C'est pas en train de cherches quoi là exactement? Non, le mec qui a rebooté en 2005 Doctor Who. C'était le showrunner des premières saisons avec Eccleston et Tennant. Et donc du coup en fait ce reboot, enfin je sais que beaucoup de personnes en fait regardent Doctor Who mais uniquement les récents. Ils décident de pas regarder les vieux en se disant ça va être pérave et tout machin.
Franchement, regardez les vieux aussi. Hein, il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a beaucoup. Et il y en a plein qui sont plus accessibles. Donc, ils sont plus accessibles parce qu'ils ont été perdus, machin et tout. Il y a pas ça. Oui, t'en as beaucoup, mais. Il y en a 695. Oui, non, c'est voilà. Court, c'est 20 minutes, je crois, c'est 20-30 minutes. Mais vous pouvez regarder. Les 3 premiers. En fait, tu as des compilations d'arcs qui existent en Angleterre. Donc, City of Death, par exemple, que je conseille vivement. Ouais, j'ai pas fait de genou sur l'arc. Hein. Mais bon, bref, je vais pas parler de Doctor Who parce que voilà, on n'a pas le temps pour ça. Non, moi, je voudrais vous parler d'une mini-série qui est donc Day of the Triffids, qui est une série terrassante. C'est vraiment terrifiant comme série, qui était une des grosses sources d'inspiration de 28 jours plus tard. En fait, tout le début du mec qui se réveille, qui se retrouve seul à Londres, en fait, c'est Day of the Triffids. Voilà, en fait, c'est un. Ça me dit quelque chose. En fait, c'est un homme. Quelle année 80. Enfin, bon, c'est 80. Et en fait, c'est tiré d'un roman de l'écrivain qui a écrit Le Village des damnés, The Cuckoos of Midwich. C'est un classique en livre. La mini-série, elle est terrible aussi, quoi. Donc c'est un homme qui va se réveiller et qui va se rendre compte qu'il y a une météorite qui est tombée sur Terre. Et il me semble que c'est une météorite. Et en fait, il y a eu un flash blanc qui a aveuglé les gens. Donc tout le monde est devenu aveugle. Et en fait, des plantes vivantes sont en train de dominer le monde. Il n'y a pas eu des films là-dessus ? Il y a eu un remake il n'y a pas longtemps. Et il y a eu 2 films. En fait, c'est un roman à la base. C'est ça. Dans les années 50. Il y a d'abord eu un film. C'est Wyndham, c'est pas John Wyndham Tout à fait. Voilà. Il y a un film pas de la mer, en tout cas, qui me parle un truc comme ça, ça me dit quelque chose. Et non, mais après, ils ont refait une série en 2009. Ouais. Donc, donc Days of the Triffids que je conseille absolument. 1981. Voilà. On a Survivors. Alors, pas Koh-Lanta, mais aux États-Unis. Hein. Survivors. Pas la chanson d'ailleurs. Au pluriel. Ouais. Qui est en 1975. Alors là, par contre, c'est du post-apo en fait. Alors, il y a un virus qui a décimé 99,9% de la population, et donc on va voir la vie des survivants après. Voilà. C'est fantastique, c'est un peu sociologique. Il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, mais franchement, la série elle a vraiment une ambiance terrassante, quoi. Il y a eu un remake aussi il n'y a pas très longtemps, et encore une fois, le remake n'est pas bien. En Angleterre ? Ouais. En film ou en série ? En série. D'accord. Sinon, alors ça par contre, c'est pour ceux qui auraient vu ça en France. Ça a vraiment été diffusé quand on était gamin, et il me semble que c'était dans Croque-Matin, je crois. Truc avec Isidore le lapin. Récréa 2 ou... Non, c'est plutôt la 5, je crois. Enfin bon, bref. Et donc, c'était la série des Tripods. Je sais pas si vous avez vu ça, les Tripods. Ouais, et ça me dit quelque chose aussi. Donc, en fait, les Tripods... on voit avec les pieds. C'est en fait, c'est une série qui commence... on est à une époque médiévale et tout. On voit des fermiers, on voit des jeunes gens. Et en fait, il y a l'un d'eux qui se prépare... au passage à l'âge adulte, et on apprend que les tripods vont arriver pour faire passage à l'âge adulte. Et en fait, plus l'épisode avance, et plus on se rend compte que les tripods sont des sortes de robots géants à 3 pattes qui font ouais, un peu, ouais, qui font la taille d'un immeuble. Et là, du coup, c'est juste what the fuck. Alors en fait, à la base, il y a... C'est pour enfants ? Alors, c'était sur Croque Vacances, effectivement. Voilà, donc je m'explique. Donc, à la base, en fait, les Tripods, c'est une série de livres pour enfants. Donc c'est une trilogie. Pour les éditions anniversaires, il a décidé de faire un épisode 0 qui raconte la genèse de la série. Et donc j'ai lu les livres. Et ben, pour des enfants, c'est quand même, c'est un peu costaud, quoi. Et il n'y a pas de mort. Si, il y a des morts dedans. Et des enfants aussi. Donc voilà, enfin bon, la série, enfin, quand tu lis les bouquins, tu te rends compte, enfin tu sais d'où vient la dureté de la série. Mais c'est vrai qu'en plus, tu avais une patine particulière au niveau de l'image. Il y a quelque chose d'un peu sale, d'un peu dur. Et en fait, le premier épisode, donc le passage à l'âge adulte, donc on voit l'enfant qui va rentrer dans un tripode. Et quand il va revenir, en fait, il a plus de cheveux, et en fait, il a une plaque de métal incrustée dans le crâne. Ça m'a marqué. Ouais. Ça m'a marqué. Alors malheureusement, c'est chop. Parce que c'était pas genre un clip anti. Non. Et en fait, du coup, ce qui est dommage, c'est que la série chaque saison devait adapter un livre. Du coup, il y a que les 2 premiers livres qui ont été adaptés.
Il n'y a pas la fin. Et je vous conseille vivement les livres, qui sont mortels. Et je vous les conseille même en anglais si vous voulez vraiment avoir les 4 bouquins. C'est le seul moyen de tous les lire. Ah, d'accord. Voilà. Donc du coup, après, pour passer à la suite, un petit 4e, parce que j'aime bien... Toujours anglais, 4, alors. Toujours anglais, qui est une série plus récente de 2004. Là, on est dans la pure série humoristique, qui est donc Garth Marenghi's Dark Places, qui est une série parodique, où on suit une sorte de simili Stephen King du pauvre, qui va nous parler du processus de création, de son processus de création, à travers des histoires dans une série télé complètement foutraque, avec des effets spéciaux tout pourris, des acteurs qui jouent mal. C'est super drôle. C'est super drôle. Surtout, il y a Alice Love qui joue dedans. La réalisatrice de Prevenge. Ça a l'air bien. Une love of. Dark Marenghi's Dark Places. Il y a Chris Morris, le réalisateur de Four Lions et de la série télé Jam. Jam, monument de la télévision. Bright Eyes. Jam, ça tue, comme c'est pas fantastique, il faut en parler. C'est pas fantastique, mais si vous voulez regarder vraiment quelque chose de bizarre, d'étrange. Oui, si vous voulez voir, on a parlé de plein de séries qui sont mortelles, mais la meilleure série de tous les temps, ça reste Jam. Non, mais Jam, vous vous rendez même pas compte, quoi. C'est le terme mindfuck. C'est un peu la Twin Peaks, c'est un peu genre bizarre. C'est plus bizarre que fantastique. T'as tout le monde bloque sur Black Mirror, c'est ça, je crois. Je crois que, Jam. Black Mirror, c'est mortel aussi. Oui, mais Jam, c'est. Mais Jam, c'est au niveau bizarrerie, on est tellement au-dessus. C'est tellement été malaisant que les Anglais ont pas su. À la base, c'était radiophonique. Tout à fait. C'est devenu une série télé et c'était tellement malaisant que même les Anglais, qui sont pourtant, ils ont un high level, ils ont fait, ouais, c'est un peu trop pour nous aussi. Il y a un DVD qui existe en anglais avec tous les vidéos dedans et c'est dur, hein. Mais c'est génial, hein, mais c'est dur. Non, c'est mortel. Hein. Et le générique. Welcome to Jam. C'est ça. Alors, ça n'existe pas en français. Hein. Tu seras obligé de choper un DVD. I'm fluent in English. Oh yeah. Perfect. Voilà, vas-y. Si moi sur l'Angleterre, je rebondirais bien là-dessus avec Utopia. Je sais pas si vous avez vu cette série. Il paraît que j'ai vu le premier épisode, c'était joli, mais j'ai pas été plus loin. Joli. C'est super beau et c'est super bizarre, mais c'est le mec qui a fait la musique, c'est le mec qui a fait la musique d'un film qui sort bientôt là, qui s'appelle Mélanie the Girl with All the Gift, que j'ai très envie de voir. Qui est génial. Le mec qui a fait la musique, Archibald, je trouve tout, il a fait la musique de. Mais la musique d'ailleurs est un des éléments importants dans Utopia, qui la caractérise. Vraiment, et son image aussi, et la thématique, elle est tellement sombre. Moi, j'adore cette série. Elle est tellement nihiliste. C'est genre, en gros, il cherche un moyen il y a toute une espèce de conspiration contre l'humanité, on va dire. Donc, et c'était remaké par les US, par Fincher, je crois, c'est ça. Ah bon? Non, c'est pas Fincher qui devait prévu un remake. Il devait peut-être le faire, mais Fincher avait prévu de faire un il l'a pas fait. D'accord, mais jamais sorti. Je pensais que c'était fait. Non, c'est pas fait. Il faudra qu'on m'explique un jour l'intérêt de remaker des choses qui sont déjà dans leur langue natale. C'est comme Millennium, le film, il l'a remaké. L'original est bien et le Fincher est bien aussi. C'est un film, c'est pas une série télé. Ou tu prends The Office en Angleterre, la version US est très bien aussi, elle est différente. Mais non, c'est vraiment histoire de. Ok, d'accord. Ok. J'ai rien dit. Mais bon, bref, en tout cas, moi, c'est vraiment dans mon top 3 des meilleures séries de tous les temps, Utopia. Super beau. Donc, je vous conseille vraiment de la voir. Et en plus, c'est assez court, il n'y a que 2 saisons, 12 épisodes en tout. Donc là, pour le coup, vous n'avez pas besoin de vous dégager beaucoup de temps. C'est pas comme de faire toutes les intégrales de Galactic. Tu l'as vu, toi, oui. Bon, Cyril, j'ai vu le tu fais Sequest et Utopia. Merci. C'est vrai, en même temps, Utopia, vu le nombre d'épisodes. J'ai vu le premier, j'ai trouvé ça mortel. Il dit tout le temps, il cherche quelqu'un, il dit un nom, un prénom. Where is Jessica? C'est quoi son nom? Il dit un nom. Rabbit? Non, il dit un nom. Je ne sais plus du tout. Bref. Un autre... Jessica Hyde. Jessica Rabbit, c'est dans Roger Rabbit en fait. Une autre recommandation, Véronique? Pas en Angleterre, pour le coup. Après, je passe sur les États-Unis. Donc, si toi, t'en as une anglaise. En fait, moi, il y avait 2 séries hors fantastique, mais très proches du fantastique, et je voulais les citer à la fin comme étant mes 2 séries préférées de tous les temps. Mais du coup, j'attends peut-être tes recommandations pour. Et une des 2 est américaine. Non, mais du coup, après, j'avais des classiques genre Penny Dreadful, qui est quand même hyper gothique, et il y a rarement ça. Dans les séries, je vois pas d'autres. Je sais que tu kiffes, c'est là. The Strain, c'est là, c'est 2 Et alors, The Strain, qui est vraiment superbe, qui est par Guillermo del Toro, donc quand même, voilà. Et adapté des bouquins qu'il a coécrits et qui est quand même. En français, je crois que c'est la ligne. Ouais, The Strain, ça veut dire ça, je crois, en fait, la souche, quoi. Et d'ailleurs, ça va bientôt. Là, il y a une nouvelle saison qui commence en juillet, et c'est la dernière. Et c'est vraiment hyper sombre, donc j'espère que ça va super mal finir, je ne serais pas contente sinon.
Et il y a aussi Branded qui est passé il y a pas très longtemps. Malheureusement annulé. Ouais, qui est annulé. Donc il y a qu'une saison, vous pouvez la regarder. Tiens, ajoute avec Sequest. C'est quoi ça, bien. Et c'est une série, donc ça se passe à la Maison Blanche et c'est avec comment s'appelle-t-elle Mary-Elizabeth Winstead, oui, ça. Charmante. Et qui en fait se rend compte que une invasion d'insectes mangeurs de cerveau prend le contrôle de la Maison Blanche et c'est hyper drôle et c'est très bien écrit et franchement c'est acide, c'est tout ce qu'on aime et je sais pas pourquoi cette série est passée complètement inaperçue alors que bon, du coup il y a 13 épisodes, une seule saison, vous pouvez y aller les yeux fermés. En plus c'est drôle. Et t'en as encore une ou... Et en dernière, j'ajouterais quand même une petite comédie que j'aime beaucoup qui s'appelle The Last Man on Earth. C'est vrai que c'est très bien ça. Et voilà, donc ça c'est du 26 minutes. En plus, c'est très facile à regarder. Et c'est avec le personnage de série le plus haïssable au monde, c'est-à-dire que le mec qui joue au film et qui s'appelle Tandy, après en cours de saison, on n'expliquera pas pourquoi, et qui est joué donc par comment est-ce qu'il s'appelle, c'est le showrunner en plus de la série, Will Forte, qui est donc showrunner de série qui a créé la série et qui joue le rôle principal, mais il est insupportable et c'est génial, on adore le détester. Il paraît que c'est mortel. Il est tellement con, mais toi t'adorerais. Je pense qu'il identifierait pas mal au personnage. Quelle saloperie. Du coup, pour revenir à mes deux séries, j'ai mis un pont en plus avec ce que tu as dit avant. Tu as parlé de Mary-Elizabeth Winstead, qui joue, si je ne me trompe pas, dans Scott Pilgrim vs. The World. Tout à fait. Et une de mes séries préférées de tous les temps, peut-être même ma série préférée de tous les temps avec l'autre que je vais citer après, c'est Space. Voilà. De Edgar Wright, avec toute la bande. Pas du tout fantastique, même s'il y a des zombies à des moments, enfin pas des zombies, mais des ambiances, un peu des délires qui rappellent beaucoup le fantastique et tout, et qui est une série anglaise en deux saisons. On trouve tout son univers de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et tout ça réuni dans une série. C'est un peu cheap parce que c'est tourné en vidéo, mais bon, ça transcende ses moyens et c'est génial et tout. C'est une idée à la seconde, c'est hyper bien écrit. Je pense avoir pleuré devant cette série, mais pas de tristesse. C'est hilarant et voilà, donc je voulais que conseiller ça à ceux qui ne l'ont pas vu. Et l'autre série qui pour moi est peut-être la plus grande série de tous les temps, et en plus elle est d'actualité parce que son auteur principal est mort avant-hier. C'est Batman de 1966, qui, et je le dis très sérieusement, est un peu mon... Adam West, si tu nous écoutes de là-haut. Adam West, donc, qui est mort là récemment, donc le Batman, et qui est pour moi la série la plus drôle de l'univers. C'est-à-dire que, contrairement à plein de trucs humoristiques où souvent il y a un gag et on s'arrête pour faire comprendre qu'il y a un gag, eux c'est des bulldozers, ça fonce à toute vitesse. Il y a des trucs drôles tout le temps et on s'en fout, on avance. C'est fait qu'un tel sérieux dans l'humour que je trouve ça admirable, et pour moi c'est la quintessence de l'humour. C'est une série que je surkiffe, quoi. Et voilà, je suis tristesse car j'ai perdu mais ça, genre, ça a vraiment pas vieilli. C'était déjà vieillot à l'époque, en fait. C'était déjà vieillot à l'époque, donc en fait c'est au-delà du vieux, tu vois, c'est vintage. Voilà, c'était déjà vieux quand c'est sorti, donc non, c'est l'humour, et maintenant l'humour est toujours aussi fort, en fait. J'ai vu un épisode d'un pote et moi Laurent qui me racontait que j'avais complètement oublié ce passage-là dans l'épisode où en fait ils savent que un gredin, c'est des termes comme ça, est dans un immeuble parce qu'en fait il y a une voiture qui est mal garée devant, et il dit mais seul un malotru pourrait se garer comme ça, donc il est forcément ici, quoi. Et c'est que des trucs comme ça, c'est très premier degré dans l'humour, et c'est génial en fait. Tu me l'as pas vendu avec cette vanne là, mais c'est pas grave. Le connaissant, mais juste tu vas mourir de rire. Vraiment, tu vas pleurer. C'est très 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 drôle en fait. C'est vraiment drôle tout le temps, ça ne se prend jamais au sérieux, mais ça ne s'arrête pas sur les gags, ça. Ça continue comme si de rien n'était en fait, et ils ont fait un film qui est un chef-d'œuvre aussi, qui est ressorti en même temps que le Batman Superman en France, et qui est pareil, un film qui a l'apothéose de tout, voilà quoi. Et toi Xavier, une série de tous les temps, ever? Alors bon, moi, il y en a beaucoup, t'en as cité quand même pas mal. Ouais, non, mais moi j'en ai cité beaucoup. Donc moi c'est pas tant les meilleures séries de tous les temps, moi c'est vraiment plus des séries que j'ai envie de faire découvrir, histoire de. Une série, alors je suis désolé pour ceux qui la regarderont si ça vieillit, mais moi j'en ai encore de très bons souvenirs. C'est la série VR5 qui était VR5. Oui. Okay. Et c'est une série où en fait la nana se découvrait la capacité via son ordinateur de pouvoir rentrer dans l'inconscient des gens. Et on avait des moments assez surréalistes quand on rentrait dans ce subconscient. C'était avec Laurie Singer, si je me souviens bien. Oui. Et il y a un épisode, je crois que c'est avec Robert Davi. C'est quelle époque de ça ? Qui s'appelle Tattoo
Tatu Konki. C'est les années 90. Qui était juste, mais 95. Qui était mortellissime, quoi. Enfin voilà, VR5, j'en ai un très bon souvenir de ce truc-là. Essayez de regarder ça à l'occasion, hein. Bon, c'est sympa. Après, je vous conseillerais aussi, et je ne rigole pas, les séries chinoises. Ah, parce que ça m'étonnait encore, t'as pas ni chinois ni indien. Les deux. En fait, il y a tout un univers qu'on n'a pas abordé, hein, les dramas et tout, les trucs. Ouais, mais là je vais vraiment partir sur le wuxia ou le wuxia fantasy pur et dur. Tu peux donner une petite définition. C'est des films de sabre. Donc le wuxia, c'est le film de sabre où il y a les mecs qui vont sauter en l'air. Tigre et Dragon, pour ceux qui connaissent vraiment pas, c'est schématisé à donf. Oui, voilà. Bon, en mieux, donc. Oui. Voilà, quelques séries qu'il faut avoir vues, bah forcément la trilogie du Condor. Donc la légende du Condor Hero, Return of Condor Heroes. Et ça c'est des séries ou c'est du film? Non, c'est des séries. Ça a aussi été adapté en film. Une trilogie, c'est 3 épisodes? C'est 3 séries en fait. De 80 épisodes chacun. Après, qu'il a beaucoup de temps, c'est que je sais pas, il se dédouble, mais c'est pas possible de voir autant de trucs, Xavier, c'est pas possible. T'es pas si vieux que ça. C'est une 50aine d'épisodes. En tout, par saison, à chaque fois. Non, de 90 minutes. Et la troisième partie, c'est Heavensward de Dragon Saber. Voilà, donc en fait, ce sont 3 séries qui se situent chronologiquement les unes après les autres, des années plus tard, voire avec les enfants des héros précédents. C'est vraiment super, quoi. J'ai 2 questions. C'est de quelle époque? Alors, c'est une question compliquée. Non, mais c'est genre les décennies dans ce cas-là. Non, mais justement, je vais t'expliquer pourquoi c'est compliqué. En fait, donc, cette trilogie est adaptée des romans de Jin Yong. Jin Yong, c'est le plus grand auteur en Chine de wuxia. Ce mec, c'est un tueur absolu, quoi. Ces romans ont été adaptés dans les années 80 et on a pu voir des acteurs très connus maintenant comme Tony Leung ou Andy Lau commencer dans les adaptations de Jin Yong. D'ailleurs, il y a une série pour tous les fans de cinéma hongkongais qu'il faut absolument avoir vu, qui est la série The Deer and the Cauldron de 1984, où vous allez pouvoir voir face à face Andy Lau et Tony Leung alors qu'ils ont 20 piges. C'est absolument à voir, c'est génial. Donc après, je réalise pas là, mais ouais. Voilà. Pour ceux qui connaissent, voilà, je vous dis, c'est mortel. Et donc on a la série, on a les 3 séries Condor Hero. Et en fait, en Chine, ils ont une particularité, c'est que tous les 10 ans, ils rebootent ces séries-là. Donc il y a pas, en fait, globalement, ils font ça avec toutes les séries de Jin Yong ou même toutes les séries adaptées des romans de Gulong. C'est comme où il y a eu 30 000 films et tout. Tout à fait. Voilà, c'est dans leur folklore, ils le répètent. Comme Marcel Pagnol. Ouais, mais tu vois, là c'est pas comme un Wong Fei-hong où oui, il y a des histoires. Voilà, on modifie l'histoire foncièrement, on prend juste le personnage. Non, là on reprend l'histoire. C'est comme le roi singe dans ce cas-là, quoi. Un peu, ouais. Et du coup, on va adapter plus ou moins certaines parties, on va mettre plus ou moins certains personnages secondaires, on va peut-être changer la fin. Et pour moi, autant dans les années 80, The Deer and the Cauldron, c'est mortel pour les acteurs et tout. Enfin, généralement, c'est vraiment les premières versions qui sont les meilleures. Mais plus tard, en début 2000, fin 90, début 2000, j'avais vraiment beaucoup aimé la série Tianlong Babou. Attends, donc c'est des saisons, il y en a 3 qui font 50 épisodes, et en plus il y a donc plusieurs fois ces séries-là, et tu les as toutes vues? Non, je les ai pas toutes vues, non, parce qu'en fait... Tu parles chinois ou tu trouves des sous-titres? Non, je trouve des sous-titres. Mais c'était ma seconde question, c'était comment tu trouves ça, en fait. Ça n'existe pas en DVD, en fait, il faut forcément passer par t'es obligé de soit tu achètes de l'import, mais c'est compliqué, parce que d'un côté, tu es obligé de... Il y a certaines séries qui ont des sous-titres anglais, mais c'est pas toujours le cas. Quand je peux les trouver, moi, c'est ce que j'achète. Des fois, c'est les Américains en fait qui font des éditions spéciales en DVD avec des sous-titres anglais pour le public chinois aux États-Unis. C'est malheureusement des éditions qui coûtent super cher, donc c'est assez compliqué. Et après, des fois, c'est le fansub. Et oui, je suis désolé, mais bon, il y a un moment... Donc tu pirates, c'est ce que tu es en train de dire là? Pas du tout, je n'écoute pas. Je suis Cyril par la morale, j'ai appris ça sur Internet récemment. Et donc, pour ces séries-là, oui, c'est 50 épisodes. Et en fait, moi, ce que j'aime dans les séries chinoises, c'est le concept de... On te fait une série, c'est 50 épisodes, il y a une histoire qui commence du premier épisode, qui va à l'épisode 50 ou 80, ça dépend des séries. Et point barre, il y a une fin. On n'est pas en train de te faire 25 saisons derrière. Voilà. T'as pas des twists à la con Non, non, tu les as eu dans la série. Donc, voilà. En plus, tu connais l'histoire et tu regardes à chaque fois. Des fois, tu regardes parce que tu sais qu'il y a des variantes. Généralement, moi, le truc que je fais, c'est que si j'entends dire que cette version-là est meilleure que les précédentes, voilà. Généralement, tout le monde est d'accord pour dire que la version des années 80, c'est meilleure. Quand tu dis tout le monde, c'est... ceux qui regardent ça, quoi, en fait. C'est le forum sombre sur
Et donc bref, en dehors de la Chine, moi une série coup de cœur que je tiens vraiment à conseiller, qui est fantastique mais qui l'est pas en même temps, donc je sais ses limites, qui est une série avec Xander Berkeley, que vous avez pu voir dans Candyman. C'est lui qui joue le mari. Le mari, Virginia Madsen. Voilà. Et donc en fait la série c'est The Booth at the End, qui est pour moi un monument de la série TV. Pour quelle raison ? Puisqu'en fait c'est une série qui a 2 saisons, qui se situe intégralement dans une pièce. Ça ne se passe que dans une pièce. C'est une très grande pièce, c'est un palais. En fait, t'es dans un resto, tu as un mec qui est assis sur un canapé. C'est Xander Berkeley. Et les gens viennent voir cette personne pour demander quelque chose, pour demander un souhait, quelque chose qu'ils aimeraient changer dans leur vie, ou qu'ils aimeraient avoir. La personne va leur dire « Ok, tu vas l'avoir. Mais si tu veux ça, il va falloir que tu fasses quelque chose pour moi. » Il va leur donner une mission. Ça peut être une mission simple, comme ça peut être une mission genre va poser une bombe à tel endroit. Mais tu verras jamais le résultat. Ou va tuer un enfant. Ouais. Et la personne va poser une bombe dans un enfant. Quoi. Et la personne doit revenir après pour lui raconter ses préparatifs, comment elle l'a fait, si elle l'a fait, et si elle l'a fait, qu'est-ce qui s'est passé après. Juste, elle doit lui raconter. C'est comme The Walking Dead, sauf qu'on l'a pas vu. Mais quel que soit le truc. Et la série est un monument d'écriture. Forcément, t'as que ça, donc. Tu n'as que ça. Tous les acteurs sont excellents, mais vraiment tous. Xander Berkeley, c'est un putain d'acteur. Je vous conseille vraiment The Booth at the End. À chaque fois que je parle de cette série, tout le monde pense... C'est une série de 2010, donc c'est très récent. Tout le monde pense que c'est une série chiante. Je vous jure, matez le premier épisode. Je vous jure, vous allez vous taper les 2 saisons, mais dans la foulée. Vraiment d'un mec qui s'est tapé tout Battlestar Galactica et qui regarde 3 fois des séries chinoises sous-titrées en anglais. Mais qui n'a pas voulu voir Sequest. Je vais quand même dire. Oui, bon, alors, voilà. Donc voilà, moi c'était mes recos. Faites ce que vous voulez, mais The Booth at the End, il faut. Davidson. Non, alors on communique sur mon nom de famille. En fait, oui. Non, j'avais envie de terminer sur 2 trucs. Un truc méchant, Stranger Things. J'ai trouvé ça nullissime, donc. J'ai pas vu. Voilà, c'est hyper surestimé et c'est un ramassis de clichés qui plaît aux gens qui les reconnaissent, qui font c'est une référence à machin. Bah on s'en fout en fait. Mais je crois que en fait tous ceux que je connais qui ont un peu du jugeote m'ont dit exactement ça en fait. Ils me disaient en fait c'est un piège à con quoi. Il y a un côté clinquant qui est intéressant, une sorte de côté sucre d'orge qui fait que ça attire les gens, mais finalement c'est assez creux en fin de compte. C'est un cupcake. Je pense que si c'était pas sorti l'été, ça n'aurait jamais aussi bien marché. Mais c'était sorti en plein désert céréales. Et deuxième truc, Preacher, qui est l'adaptation du comics. Ça, t'as pas aimé ? J'ai pas aimé. Mais je suis fan du comics et j'avoue que la première saison m'a fait chier. Ah ouais. Moi, je trouve ça quand même assez fou, quoi. Pour ceux qui ont lu le comics, moi j'avais lu un épisode du comics, pas tout, mais. Ouais, voilà. Non, mais du coup, il y a une particularité, je vais pas vous dire quoi, qui fait que du coup tu trouves ça un peu chiant. Mais, et l'acteur de Misfits. Tout à fait. Mais du coup, après, et en tout cas, comme tu as parlé de Stranger Things, qui est donc une prod Netflix, moi, je vais juste mettre un petit coup aussi sur The OA. J'ai trouvé que c'était formidable. C'est pareil, encore une fois, c'est de l'écriture. Il y a très peu de moyens. C'est super bien foutu. Tout le monde n'aime pas jusqu'à la fin, mais pareil, The OA, matez le pilote. Si franchement vous avez pas envie de voir la suite, je comprends pas. Meilleur pilote que j'ai vu depuis franchement 10 ans. Depuis Top Gun. Top Gun. Putain, j'essaie de faire des blagues comme Cyril, ça marche pas. On fait des Ayrton Senna dans ce cas-là. Ah ouais, non, mais c'est pas le meilleur du coup. Et donc pour un podcast qu'on a fait improvisé sous le coude, là, lâché par nos camarades. C'est n'importe quoi. Du coup, la prochaine fois, on va improviser un podcast sur comment organiser son temps pour regarder des séries, lire des livres, ah oui, c'est clair, aller voir des films et avoir une vie privée. Comment il se dédouble. Franchement, là, on est blasé. Mais non. En fait, tu mens sur ton âge, c'est ça ? Exactement, j'ai 72 ans. En fait. C'est un nain, ça, les arbres millénaires dans Lord of the Rings. Donc voilà, et puis du coup, on se retrouve la prochaine fois pour un podcast sur Larry Cohen. Normalement. Vraiment. Seulement si vous trouvez un jeu de mots avec le mot Larry Cohen. Ouais. À bientôt. À bientôt.